Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. L'origin story d'un dictateur, une nouvelle adaptation d'un comics et d'un film culte, une nouvelle entrée dans le Monsterverse, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ça va, écoute, programme assez spécial, on a des trucs assez différents et je suis content. Moi je suis plutôt content de cette semaine. Ouais, c'est assez chargé, hein. On voit qu'il y a eu la fin de la grève et on a pas mal d'annonces de projets et tout, d'acteurs, tout ça, on a un peu de tout, donc c'est cool. Après ça va, ils ont pas tout balancé d'un coup, c'est vrai. Ça arrive au compte-gouttes, ça nous fait des choses à dire chaque semaine. Ouais, parce qu'on avait un peu peur que tout tombe d'un coup, mais ouais, non, ça va. Oui, ça va, c'est dans les semaines qui arrivent. James Gunn, il a encore des balles dans son... C'est ça. Dans son pistolet à news, là, parce que qu'il garde précieusement. Ouais, mais il va falloir qu'il les lâche bientôt, parce que ça va tourner bientôt, normalement. C'est vrai, on les aura. Hein. Oui. Après, techniquement, sur Superman Legacy, ça va, on a pas mal de trucs, en vrai. C'est vrai. Plus les autres projets, où on a rien du tout, mais sinon, ça va. Alors, comme d'habitude, on va parler en premier d'actu, puis ensuite, ce sera nos critiques sur les sorties de cette semaine, puis ensuite... la chronique box-office, le top 5 du box-office US surtout. Et on finira par les sorties la semaine prochaine. Vous aurez les timecodes pour aller où bon vous semble. C'est ça. S'il y a un passage qui vous intéresse en particulier, vous pouvez regarder dans la description directement à quel passage il est. Et voilà. On va attaquer tout de suite les actus par une actu sur les récompenses de l'année prochaine. Donc les Oscars 2024. Que tu attends, Ista, évidemment. Bah oui, on les avait regardés cette année, c'était sympa. C'est ça. Ouais. Moi, je suis la légitimité de ces récompenses, voilà, ça vaut rien dire, hein, les Oscars ou pas les Oscars, mais moi j'aime bien suivre les cérémonies, surtout les Oscars et tout. À chaque fois, ça fait quelques années que je me les fais en live et tout. Je reste jusqu'à 5h du matin là. À regarder des animateurs se prendre des baffes ou ce genre de trucs. Et ouais, incroyable ce moment-là. Et je vais sûrement le faire cette année. Et on a une info, c'est que Jimmy Kimmel, c'est le talk show host, parce que les talk shows c'est quelque chose d'assez gros aux États-Unis. Les talk show host qui va présenter la cérémonie, du coup Jimmy Kimmel, qui avait déjà présenté 3 fois, il me semble, la cérémonie. Donc l'année dernière et je crois en 2017-2018. Je sais qu'il avait fait l'année où il y avait eu La La Land qui avait eu, mais qui n'avait en fait pas eu l'Oscar du meilleur film. Et ouais, moi ça va, Jimmy Kimmel, je l'aime plutôt bien en présentateur. Genre, c'est pas le pire, il était pas cringe comme certains, tu vois, mais en même temps, bon, c'est pas non plus incroyable. Non, ça va. Bah, c'était lui, hein, cette année, il me semble. Oui, l'année dernière, l'année dernière, du coup, cette année, début oui, c'était d'année, lui. Ouais. C'était lui aussi, et je sais pas, il l'aime bien, les Oscars, donc il le rappelle. Je pense qu'il n'y a pas trop d'incidents et tout avec lui, ça se passe plutôt bien, donc ouais. C'est ça, ouais, je pense. Après, moi, je milite pour que Graham Norton le fasse, parce que j'aime bien Graham Norton. Lui, il est anglais pour le coup, il est pas du tout américain. Mais c'est un talk show host anglais, c'est le meilleur talk show host Ah d'accord, je connais de pas l'histoire. Ouais, c'est un truc, il est moins connu que ceux-là, tu vois, que les Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, et trucs comme ça, mais lui, il est cool. Et donc, ouais, les Oscars, c'est la course qui commence, là. Bientôt, donc... Ouais, bah ouais, on va avoir les présélections, je pense, bientôt. Ouais, parce que les Golden Globes, c'est dans un peu plus d'un mois et demi, techniquement, ou peut-être 2 mois. Oui, mais après, ça, c'est plus les séries, les Emmy, pour le coup, c'est moins les films. Mais du coup, ça va être dense, je pense, les premiers mois de l'année, en termes de cérémonie. Oui, bah, la saison des cérémonies, c'est déjà cette année, on en a regardé pas mal, mais ouais, là, ça va être assez dense aussi, je pense, ouais, clairement. Déjà dans 3 semaines, on a les Game Awards. Bon, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais et c'est les Game Awards. Et nous, on aime bien. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va sûrement regarder en live. Mais bon, hypé, moi, pour les Oscars cette année. Je suis pas du tout qui va gagner. Bon, Oppenheimer est bien parti apparemment, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense pas, parce qu'on n'a pas tout vu. Il y a des films qui vont sortir en janvier, février chez nous, qu'on n'a pas encore vu. Les Saltburn, je sais plus ce qu'il y a encore, mais
Oui, bah après il en reste plein, mais celui qui peut être sélectionné dans pas mal de catégories, même dans la plupart, succès critique, succès public, voilà, pour le coup, c'est Oppenheimer, clairement. Donc, je pense qu'il va retrouver Barbie, meilleur film. Barbie aussi, mais je pense qu'il a moins. Enfin, Barbie, c'est surtout le succès public, tu vois. Mais au niveau de plutôt qualitativement, je pense qu'Oppenheimer va quand même plus rafler. Je pense qu'il va recevoir toutes les nominations possibles, que ce soit acteur, montage, les Oscars techniques, les trucs. Bah, après Barbie techniquement aussi. Niveau des trucs de la DA ou des trucs comme ça, quoi. Les costumes et tout. Rafler, quoi. Mais je pense qu'au niveau de la gagne, Barbie va en avoir quelques-uns, mais il va pas avoir. Enfin, je prédis qu'il va pas avoir des gros trucs, genre meilleur acteur. Moi, ça me donne pas que Greta Gerwig, tu vois, soit nommée meilleure réalisatrice. Ah, je pense qu'elle va être nommée, mais je pense pas qu'elle va gagner. Pas sûr. Ouais. Je pense pas. Je pense pas non plus. Enfin bref. Ensuite, on passe aux news ciné. On a appris, du coup, que Creed 4, qui était en route, de toute façon, on le savait, c'est Michael B. Jordan qui va revenir pour la réalisation, puisqu'il avait réalisé Creed 3, donc Michael B. Jordan, l'acteur principal des Creed, donc le fils d'Apollo Creed, et qui vont commencer la pré-production du coup dans l'année. Et est-ce que tu as hypé par un Creed 4, Ista? Pas spécialement. Mais pourtant, le 3 à la sortie, j'ai bien aimé, mais en fait, avec le recul, je me souviens plus grand-chose en vrai. Donc, ouais, pareil. Hein, c'est pas un film qui m'a marqué en vrai. Et donc, et puis ça commence à faire beaucoup de films. Je sais pas si c'est bien que Michael B. Jordan s'enferme là-dedans. Ouais, je suis un peu d'accord aussi. Après, en plus, ils avaient annoncé une série aussi, possiblement. C'est d'animation, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, tu sais, là, ils sont en train de faire tout un univers Creed et tout. Moi, je trouve que ça a plus de grand chose à raconter. Cette saga a été pompée jusque pas possible. Et pareil que toi, Creed 3, j'ai quasiment plus de souvenirs. Après, il a marché, je crois, même au niveau il a du bien public, marché. tout le monde l'aime bien. Ouais. Donc voilà, Michael B. Jordan, il est dans cette lancée, il va continuer, mais moi je suis pas spécialement hypé, pour le coup. Pareil, je suis pas spécialement hypé non plus. Et si on continue avec ces histoires d'univers partagés avec beaucoup de spin-off et tout ça, et ben il y a un nouveau spin-off de John Wick qui arrive sur c'est la haute table qu'on dit en français, je sais plus comment on dit en français. Ouais, la grande table. Ou la grande table, je crois que c'est ça. C'est la grande table. Peut-être. Oui. Donc sur la grande table, voilà, donc l'espèce de mafia, quoi, les chefs de la mafia, quoi. Ouais, c'est ça, ceux qui dirigent un peu le Continental et tout ça, quoi. Moi, je t'avoue que John Wick, j'aime bien le premier, j'aime beaucoup le 4, mais après, le reste, je m'en fous un peu. Et surtout que la série, si vous nous avez écouté les premières semaines, elle nous a bien refroidi. Elle était pas folle. Donc, moi, je suis pas hypé, mais après, en vrai, c'est la première série qu'ils auraient dû faire, c'est directement sur ça, je pense, hein. Ça, c'est plus intéressant, je pense, mais bon. Et c'est c'est un truc un peu plus mystérieux que le Continental ou tout comme ça, mais franchement, s'ils sont faits dans les conditions qu'ont été fait la série de Continental, ça m'intéresse pas, voilà. Ouais, je suis d'accord. Continental nous a clairement refroidi. Il nous donne pas tellement envie de voir d'autres spin-offs de John Wick. Parce qu'en plus, on avait parlé aussi de la semaine dernière d'une série d'animation aussi. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Beaucoup de choses qui arrivent. Il y aurait John Wick 5 aussi dans les cartons. Et Ballerina l'année prochaine. Voilà, c'est bon. Oui, en plus. Ils sont partis, quoi. Et en parlant d'univers partagé encore une fois. Alors, George R.R. Martin, du coup, l'écrivain derrière Game of Thrones, a dit et a annoncé qu'il y a eu 8 autres spin-offs de Game of Thrones qui sont en développement, donc à part House of the Dragon qui est sorti, donc il y en a 8 autres en développement, donc qui sont réfléchis et tout. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de projets en développement. On en a déjà une, donc on en avait parlé la semaine dernière, c'est je sais plus quoi, Elof. Le chevalier Elof, un truc comme ça. Oui, c'est Duncan c'est Duncan Egg, ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça, Duncan Egg qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Donc 8 autres spin-offs, qu'est-ce que ça peut être? Il y a peut-être le spin-off sur Jon Snow qui est pas encore abandonné, même si on n'a pas de news depuis un moment. C'est dans la logique qu'il avait dit. R.R. Martin, je crois, il y a un an, il avait dit qu'il voulait faire comme le MCU au niveau de Game of Thrones. Je sais pas si tu te souviens. Ah non, il avait dit ça? Ouais, il avait dit qu'il faut vraiment faire un gros univers et tout. Mais après, si George R.R. Martin est impliqué dans ces 8 spin-offs, ceux qui lisent les livres, vous êtes encore plus dans la merde parce ça veut dire qu'il ne travaillera encore moins sur les livres. Mais écoute, moi,
Je suis pas trop pour les trucs de enchaîner les spin-offs et tout ça, mais pour l'instant, moi, Game of Thrones, ça m'a pas déçu, tu vois. House of Dragon, j'étais le premier qui était pas trop chaud et tout, mais bon, la saison 1, elle m'a mis une claque. Donc écoute, à voir, hein. Si franchement, ils sont tous de cette qualité, bah, je prendrais, mais c'est pas ça. dit. Ouais, après, plus tu fais d'œuvres, plus t'as de chances de te planter. Oui, c'est ça, mais s'ils font pas du contenu juste pour faire du contenu, ils ont des vraies idées. Bon, après, c'est HBO, hein, j'ai confiance, hein, mais pour le coup, ça me ferait peur si c'était pas HBO, je pense. Là, allez, pourquoi pas. Ils m'ont pas encore déçu sur Game of Thrones. Bon, il y a la saison 8, voilà, mais globalement, ils m'ont pas déçu. Donc moi, je suis chaud. Ouais, moi je suis curieux, quoi. J'attends de voir déjà qu'est-ce que ça va être. Oui, bah il y en a 8. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont faire vraiment 8? Je pense pas, tu vois. Je pense il va y avoir des tests, ils vont faire des pilotes. Voilà, il y a des trucs qui fonctionneront pas forcément, mais on va voir les idées qu'ils ont et pourquoi pas. C'est un univers qui est cool. On va voir. Moi, je suis pas allergique aux spin-off. Hein. Je regarde plein, donc je regarde tout Star Wars et Marvel. Donc voilà. Ah bon, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ouais, je taquine. On a une autre info HBO aussi sur du casting. Ouais, donc on a appris que Caitlin Dever, donc elle serait en discussion pour jouer le rôle d'Abby dans la saison 2 de The Last of Us. Ouais, c'est ça, Caitlin Dever. Je crois qu'elle avait été révélée dans la série Dopsic. Il me semble c'était ça. Ah ouais? Ok, d'accord. Oui, je crois que c'était ça et que on a parlé d'un de ses films qui est Traqué, qui est un film d'horreur sur Disney+. On en avait parlé dans nos premiers épisodes qui était pas trop mal et elle est pas mal du tout. Et donc du coup elle joue Abby, mais je vais te laisser en parler parce que moi je n'ai pas, enfin elle serait pressentie en tout cas pour jouer le rôle d'Abby. Je n'ai pas joué à la Last of Us Partie 2, donc je ne sais pas du tout quel est son personnage, mais chaque image que je vois elle a l'air vénère, donc ouais, je pense que voilà. Ouais, c'est un personnage, c'est une femme vénère. Et elle est assez musclée, c'est pour ça qu'en fait, Caitlin Dever, je sais pas, sur le coup, j'étais en mode bizarre, parce que c'est un personnage quand même qui a un physique atypique, quoi, qui va... Et c'est ça aussi qui était intéressant, je trouve, que c'était une meuf musclée, tu vois, c'est pas souvent qu'on a ce genre de personnage. Donc, je sais mais pas est-ce si que le fait qu'elle soit musclée, c'est intégré à son personnage, genre, ou genre est-ce que c'est important, quoi. Genre si Caitlin Dever, est-ce que si elle fait 50 kilos, est-ce que c'est grave, tu vois? Bah moi, ça me paraît quand même important. Ouais, ok. Bon bah je pense qu'elle va aller à la salle. Hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Après on verra, je sais pas, mais je pense que après c'est vrai que dans les images que j'ai vues d'elle, ouais, elle a l'air assez costaud vénère. Ouais. Après, on verra comment ils vont l'interpréter, mais vu qu'ils essaient de respecter pas mal quand même l'univers de base, peut-être qu'ils vont la faire l'Henri Caviliser. Peut-être. Mais j'ai du mal à la voir en mode Henri Cavill, cette actrice, donc je sais pas, mais s'ils y arrivent, écoute, tant mieux. Après, elle peut clairement se muscler, quoi. Après, Caitlin Dever, le truc, c'est qu'elle je sais pas quelle taille elle fait, mais elle fait genre 1m50. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Alors que moi, j'ai l'impression qu'Abby, elle est grande, quoi. Donc, je sais pas, c'est étrange comme choix, mais pourquoi pas, hein. De toute façon, même Pedro Pascal, au début, moi, en Joël, j'étais en mode mouais, et bon, il était bien, donc bon. Écoute, on verra. Ok, bah, j'ai hâte de jouer à la partie 2 et peut-être de voir la saison 2 de Last of Us, qui sera sûrement dans un peu plus d'1 an. Ouais, sur le coup, on a une date pour le tournage, donc il commence le 7 janvier. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. On va bouger vers Warner Bros. C'est cette boîte qu'on aime tant, qui a annulé un nouveau film qui s'appelle Coyote versus Acme. Donc c'est une adaptation de Bip Bip versus le Coyote, quoi. Un film. Le pitch, en fait, c'est, je sais pas si tu le connais ou pas du tout. Non, je sais juste que c'est Bip Bip et le Coyote, quoi. En fait, c'est Coyote. En fait, ça s'appelle Coyote versus Acme. Et Acme, tu sais, c'est les bombes et tout là qu'ils utilisent pour choper Coyote. Et en fait, à force que ça marche pas et tout, que ça lui pète dans la gueule et tout, il lance un procès contre Acme. Coyote lance un procès contre Acme et il embauche un avocat qui est joué par John Cena. Et c'est en fait ce film, c'est un genre de Roger Rabbit où ça mélange animation et live action, quoi. Avec Bip Bip et le Coyote. Voilà, c'est ça. Ok. Bah écoute, c'est écrit par James Gunn en plus d'ailleurs. Ouais. Et bah le film a été annulé
parce que je pense que Warner veut faire des réductions de taxes en gros, parce que comme Bad Girl l'année dernière. C'est ça, comme Bad Girl. Moins tu sors de films, moins t'as de taxes. Pourtant, le film il a coûté quand même assez 70 millions, il me semble. Donc, apparemment, c'est plus profitable pour eux de pas sortir le film, ce qui est assez fou de se dire ça. Mais pour le coup, le film pourrait sortir, contrairement à Bad Girl, puisque les concurrents du coup de Warner, du coup Amazon Prime, Apple et Netflix sont intéressés pour racheter du coup le film et pouvoir le mettre sur leur plateforme sûrement. Et donc le film pourrait du coup voir le jour et on pourrait le voir du coup cette année ou l'année prochaine, je sais pas quand il pourrait sortir. Et bah moi je trouve ça cool. Il est fini, je crois, le film. Ils vont parce qu'ils vont. Oui, c'est ça, ouais. Il est fini, oui. Bah en fait, oui, je trouve ça cool aussi, mais en fait, ils font ça parce que ça a gueulé sur Internet. Sur Twitter, ça a fait un gros. Tout le monde est en mode non, mais pas encore. Déjà, Bad Girl, vous avez fait les coups. Oui. Mais je veux dire, je suis content qu'il y ait des boîtes qui veulent le reprendre. Après, ils veulent le reprendre parce qu'ils ont possiblement du profit à se faire dessus. Et en plus, en prenant un truc du catalogue Warner. Mais pour le coup, moi, je suis content qu'au moins on verra le film sûrement, tu vois. Bah, c'est ça. Voilà. Parce que même moi, le Bad Girl, même s'il est pas terrible, j'aurais bien aimé le voir quand même, tu vois. Oui, et puis il y a des gens qui ont bossé dessus, quoi. C'est pas un truc. Enfin, c'est ça. Et bon. Mais j'ai vu qu'il y a un sénateur, je crois. Aux États-Unis, mais je crois qu'il est républicain et il a dit qu'il veut lancer une enquête contre les pratiques de Warner. Là, il dit que c'est pas normal et tout. Pour une fois que je suis d'accord avec les républicains, quoi. Mais ouais. Il y a peut-être une loi qui interdit ça, quoi. Et ce serait pas trop mal, quoi, parce que pour le coup, au moins Bad Girl, tu peux te dire, ok, la post-production, elle était au début de sa post-production, voilà, elle était pas finie. Là, le film, il est vraiment terminé, quoi. Donc c'est vraiment méchant de faire. Non, désolé, on peut pas le sortir. Vous avez bossé 3 ans dessus, bon, allez, rentrez chez vous. c'est quand même compliqué, quoi. Et en plus, je sais pas si t'as vu, mais dès qu'ils ont annoncé ça, en fait, il y a eu des réalisateurs et tout qui ont annulé des rendez-vous avec Warner et tout. Tu sais, parce qu'ils se disent, si on fait un film et qu'après ils le sortent pas, ça sert à rien d'aller là-bas, tu sais. Oui, surtout les les petites moyennes productions qui peuvent se faire cancel, quoi. Enfin, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont dit on va le vendre, machin, c'est bon. Parce que ça a bien gueulé, quoi. C'est ça. Mais par contre, Warner a renouvelé un show. Ils ont renouvelé Harley Quinn, du coup, pour une saison 5 sur Max. Je crois que ça cartonne, Harley Quinn. Moi, j'ai pas vu un seul épisode, mais... Ouais, ça cartonne de ouf. Il y a une bonne fanbase, apparemment, dessus. Ouais. Moi, j'ai juste vu Bon, j'ai même pas fini, mais j'ai vu la première, une moitié de la première. Ouais, c'est sympa, mais c'est un peu trash et tout. C'est rigolo. Ouais. Tous les méchants, ils sont en mode un peu débiles de Batman. Ça dure moins de 10 minutes, je crois, les épisodes, c'est ça? Non, c'est 20 minutes, quand même. Ah non, c'est 20 minutes, ok. Je pensais que c'était une vraiment mini-série. Non, c'est des épisodes comme des dessins animés, quoi. Comme t'as à la télé, quoi. Quand tu regardais Justice League et tout, c'était ça, quoi. Je regarderai peut-être un jour si j'ai la déterre, mais bon. Ouais. Après, on bouffe quand même pas mal par les Queens, donc je sais pas si si j'ai envie, beaucoup, quoi. Donc si on reste chez DC, on a eu des nouvelles pour Superman Legacy. Donc le prochain film Superman réalisé par James Gunn. Et donc on a eu un casting, notamment avec l'actrice Maria Gabriela de Faria, qui va jouer The Engineer, donc l'ingénieur, qui est un personnage de The Authority. Donc The Authority qui va avoir aussi un film dans le DCU plus tard. Et donc ça voudrait peut-être dire qu'il y a The Authority dans le film Superman Legacy, quoi. Après on savait qu'il y avait The Authority dans Superman Legacy, il me semble que je crois que c'était Julio de Reporter qui avait dit ça, ouais. Ouais, que ça apparaissait dedans et tout, donc voilà. Je connais pas du tout ce méchant. Je me suis renseigné vite fait elle fait partie le méchant fait partie des OG. Enfin, c'est pas un méchant, mais enfin ce personnage fait partie de l'équipe principale de The Authority. Bien que là, ce soit je crois la deuxième version de ce personnage-là, parce qu'il y a plusieurs versions de ce personnage, c'est un bordel, les comics. Oui. Voilà. Mais du coup, oui, je pense que ça va... Superman Legacy, il aura un côté vraiment démarrage d'univers en te présentant pas mal de personnages en dehors de Superman, quoi. C'est ça, parce que là, on va avoir The Authority, en fait, on va les introduire dans Superman Legacy, et après, ils auront leur propre film, quoi. Donc, ouais. Il y a un côté clairement démarrage d'univers. Plus, on a eu des castings de Métamorpho, Mister Terrific et tout ça, d'autres personnages, qui seraient peut-être encore une autre équipe. Donc, il va y avoir du monde dans le film et ça va être cool. Enfin, moi, j'ai très très hâte. Et on a d'ailleurs une autre info sur le film qui est totalement random, mais je voulais en parler. Madison Beer a dit qu'elle a auditionné pour Superman Legacy. Alors pour ceux qui savent qui est Madison Beer, c'est une chanteuse, elle n'a rien à voir avec ça. Et je trouve ça assez drôle que
qu'elle ait auditionné pour Superman Legacy parce que je l'imagine en Lois Lane et ça me fait mourir de rire. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est pas là. Non mais j'aime beaucoup Madison Beer, mais c'est très bizarre comme info de mais pourquoi genre cette chanteuse là que je connais parce qu'elle est chanteuse, tu vois, veut comme premier rôle d'être dans Superman Legacy. Genre c'est quand même assez fou, tu vois, de se dire Lois Lane premier rôle. Si, let's go. Après elle a dit un rôle, mais elle n'a pas dit Lois Lane. Ouais, ok. Peut-être qu'elle aurait été The Engineer, mais ça aurait été quand même bizarre aussi, tu vois, d'avoir méchante direct. Enfin, bref. Ou Girl. Ouais, je sais pas. Dans tous les cas, je trouve ça fou de se dire. Enfin, après, elle a du cran, mais pourquoi pas, écoute. J'ai vu un autre, une autre personne, pareil, dire qu'il a passé un casting, mais je crois que, je sais pas si c'était peut-être un basketteur ou un truc comme ça, mais qu'il il a pas été recruté, quoi. Oui, parce que c'est pas des acteurs. Voilà, il engage des acteurs. Et la dernière info du DCU qu'on a, c'est que Supergirl Woman of Tomorrow, donc un des projets qui a été annoncé par James Gunn il y a un an dans le futur du DCU, serait écrit par Anna Nogueira, donc une scénariste. Qu'est-ce que tu en penses, Ista, parce qu'on la connaît pas du tout, ouais. Non, mais on a une petite info, c'est qu'en fait, elle a écrit un film Supergirl, mais avec la Supergirl de The Flash, donc joué par Sacha Calais. Et d'après ce qui s'est dit dans l'article, c'est que le script, il serait vachement bien. Enfin, James Gunn, il aurait trouvé ça génial. Et c'est pour ça qu'il a gardé en fait cette scénariste pour son film Supergirl à lui, donc Supergirl Woman of Tomorrow, quoi. C'est ça, parce qu'à la base, c'est une actrice, il me semble. C'est ça. Là, ouais. Elle a balancé le script et ils ont tellement kiffé qu'ils ont dit tu viens quand même faire le Supergirl. Il vient quand même, et ils lui ont même donné un accord global pour faire même d'autres films du DCU plus tard, donc elle ne fera pas que Supergirl. Je sais pas ce qu'elle a mis dans son script, mais mais en tout cas il a bien plu à James Gunn, je sais pas, elle a peut-être mis des, je sais pas, Star-Lord, j'en sais rien. Elle a mis des animaux, il était content. Il a mis Crypto, puis voilà. Ensuite, on va dans les contrées sombres d'Hollywood, on va vers Disney, du coup l'organisation maléfique. L'organisation du diable. Ouais. Dirigée par le mal en personne, Bob Iger. Bob Iger qui a déclaré que après, Frozen 4... Après, c'est le bon Bob comme lui, mais bon. Ouais. Bref, vas-y. Ouais, mais après, entre la peste et le choléra, tu prends celui que tu veux, quoi. Mais en gros, il a déclaré que Frozen 4, du coup, la Reine des Neiges 4 est en préparation, parce qu'on savait que le 3 était dans les préparations de Disney. Ah oui, sortir, oui, mais que c'est le 4 qu'on savait pas. Du coup, ils comptent faire 2 suites, et sûrement un live action. donc on va en bouffer encore du Frozen et je suis pas heureux, moi. Je suis pas content, c'est pas une info. Ouais, je l'ai regardé l'interview, et ouais, il est là, il dit, ouais, Frozen 3, il dit, et il y aurait peut-être aussi un Frozen 4 et tout, genre en mode annonce de ouf, mais c'est, ouais. Disons, si Frozen 3 marche, il y aura Frozen 4, si Frozen 4 marche, il y aura sûrement Frozen 5, donc Voilà, là, il dit que, donc, Jennifer Lee qui travaille, hein, qui a fait les trois Frozen. Il me semble que c'est un duo sur les 3 Frozen, c'est Jennifer Lee et quelqu'un d'autre. Et je crois qu'elle est aussi au scénario, elle travaille sur 2 histoires en ce moment, là, 2 histoires de Frozen, voilà. Ouais, écoute, moi je m'en fous un peu de Frozen et ça continue, les suites et les remakes et les trucs, et c'est parti chez Disney. Mais c'est pas tellement étonnant vu le carton du 2, quoi. Ah non, mais de toute façon, là, le 3, il va sûrement faire le milliard, hein, ou un truc comme ça. Le live action, sûrement pareil, s'ils en font un, donc. J'ai pas vu le 2, je t'avoue, donc, ouais, je suis un peu comme toi, je suis un peu en mode Osef. Ouais, je m'en fous. Ouais. Et j'ai pas trop aimé le 1, donc ça va être pas non plus. Mais il y a une info intéressante de Disney qui veulent faire un petit peu du rétropédalage sur leur système d'animation, entre guillemets, parce qu'ils pourraient ils prennent en considération le fait de peut-être revenir à une animation 2D dans le futur pour leur film, parce que c'était pas survenu depuis La Princesse et la Grenouille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le dernier en 2D. Et c'est vrai que ça nous manque un peu. Moi, j'adorais, hein. Moi, j'adorais le style 2D, hein, de Disney. Parce que bon, le style 3D là qu'ils ont repris à Pixar, on l'a bouffé. Ouais. Là, ça fait 10 ans qu'on en bouffe et bon, voilà, ça serait bien d'alterner. Là, pour le coup, Wish, je crois qu'ils tentent quelque chose d'un peu différent. On verra ce que ça donne, hein. Un petit peu, mais ça reste quand même la 3D avec. Oui, ça reste de la 3D, mais au moins c'est pas la même 3D. Enfin, tu sais, ouais. Tu vois, oui, je vois qu'il y a une patte un peu différente, tu vois. Donc on verra ce que ça donne, hein. Je suis sûr que ça se trouve, ça sera de la merde, mais au moins ce sera un peu différent. Et ouais, s'ils retournent à un truc 2D, pas forcément 2D, leur 2D classique, hein, tu vois. Non, mais il y aura de la 3D dedans, tu vois, mais. Oui,
Oui, c'est possible, ouais. Mais la 2D comme Tarzan à l'époque, où il y avait de la 3D dans Tarzan à l'époque, mais les personnages... Enfin, étaient en majoritairement 2D, 2D, quoi. En tout Ouais, cas, c'est ça. on va dire. Et ouais, moi, je suis chaud. Hein. Ah bah moi de ouf. Je préfère moi ce style, je trouve ça a plus de charme que la 3D. Je trouve on perd un peu du charme qu'avait Disney à l'époque, qui n'est plus là quoi, qui n'est plus là du tout je trouve. Oui, Et, oui, ouais, clairement. moi je suis chaud pour un retour à la 2D clairement. Allons dans les contrées encore plus sombres, encore plus lointaines de chez Disney. Bon, chez Marvel, Ista, parce que là, on a eu des infos, pas mal d'infos, surtout sur Avengers Kang Dynasty, donc je vais te laisser nous les expliquer. Ouais, alors donc Joanna Robinson, donc on avait parlé d'un livre qui faisait une enquête un peu sur sur Marvel Studios, sur les coulisses de Marvel Studios, et donc on avait appris que Jeff Loveness, donc qui a fait le scénario de Ant-Man Quantum Mania, il devait bosser sur Kang Dynasty, et donc il a été remercié, comme on dit, du projet. Donc il n'est plus à l'écriture de Kang Dynasty. Et donc Joanna Robinson, elle dit, d'après ses sources, que Marvel s'éloignerait possiblement de l'arc Kang. Et ensuite, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que peut-être 2 jours après que cette petite info est sortie, et ben on a appris que Destin Daniel Cretton, qui devait réaliser Avengers et Kang Dynasty, et ben lui, il quitte le projet. Par contre, il reste chez Marvel, donc il reste dans la famille et tout, mais il fait plus de Kang Dynasty, mais il fait Shang-Chi 2. Et il va aussi faire Wonder Man. Et même, il devrait même faire d'autres projets plus tard pour Marvel Studios. Et d'ailleurs, Wonder Man qui devrait reprendre son tournage après Thanksgiving. Ouais. Sous la bannière Marvel Spotlight, du coup, le nouveau studio dont on avait parlé la semaine dernière, qui est un peu plus, qui traiterait d'histoires un peu plus terrestres. Sur les personnages. Voilà, c'est ça. Peut-être potentiellement un peu plus mature. Ouais. Bah écoute, cette info, bah voilà, hein, là ils sont clairement en train essayer de tout d'une grosse restructuration pour les prochains films Avengers. Bah là, ils vont repartir de zéro, hein, je pense clairement. C'est ce qui est annoncé. Tu changes de scénariste, tu changes le réal, ça veut dire que là, c'est ça. clairement, ils vont. Je pense que même le film va plus s'appeler Kang Dynasty. Hein, ça c'est quasiment sûr, je pense. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être ramener Doom. Voilà, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils voulaient peut-être mettre Doom directement au centre de l'intrigue du prochain. Bah, ce serait plus logique parce que Secret War c'est lié à Doom, tu vois. C'est le méchant, c'est Doom, c'est pas Kang. Donc ce serait plus logique d'avoir Doom en fait en grand méchant de la phase, quoi. Mais je sais pas. Ouais, mais le Kang Dynasty, c'était Kang le méchant de la phase. Oui, bien Kang sûr. Dynasty, tu vois. Donc voilà, je pense que tout ce on a eu de Kang, on va peut-être pas l'oublier, mais en tout cas ça sera moins. Après ouais, teasé. ils peuvent faire Kang, mais ce soit pas le perso principal. Si c'est pas le méchant de la phase, quoi. Ils peuvent en faire. Après, ce serait bizarre qu'on n'entende plus du tout parler de Kang. Bah ouais. D'ici là, quoi. Donc après, ils peuvent essayer de l'effacer, de détourner le truc, mais ça reste quand même une pièce un peu centrale de ce qui arrive. Donc, enfin, c'est même dans Loki, c'est un peu annoncé, donc dans des trucs comme ça que les Kang arrivent. Je sais pas, la scène post-générique de Ant-Man 3, je sais pas ce qu'ils vont faire Je sais pas. vis-à-vis de ça. Je pense qu'ils vont dire non, mais elle n'existe pas. Vous ne l'avez jamais vue. C'est un autre univers qu'on a effacé. Donc c'est que des Jonathan Majors et moi je suis sûr qu'ils vont le recaster. Alors à 99%, ça m'étonnerait qu'ils le reprennent, quoi. Ouais, bah là, de toute façon, ils sont dans la merde. Je sais pas comment ils vont faire. On vous en reparlera dans les prochaines semaines, prochains mois, mais. Ouais. Je sais pas du tout où ils vont aller, en fait, après ça, et je pense que eux non plus. Moi, j'ai peut-être des petites théories sur qu'est-ce qu'ils vont mettre comme réalisateur sur les 2 films, parce que sur Secret Wars, on a jamais eu de réalisateur annoncé, hein, dessus. Oui, c'est vrai. Moi, je me disais que peut-être ils vont prendre les deux gars là, c'est Jason et je sais plus, ceux qui ont fait Loki. Ceux qui ont réalisé Loki saison 2. Je me dis, ils vont peut-être prendre 2, tu vois, parce qu'ils les prennent pour faire Daredevil Born Again, là. Ouais. Peut-être, je me dis, ce serait pas étonnant qu'ils les prennent. En fait, qu'ils prennent la team Loki pour faire ces films-là, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Mais en tant que réal, tu veux dire, ou en tant que scénariste En tant que réal, ouais. Après scénariste, là, il y a Kevin Wright, donc celui qui a produit Loki. Lui dit que Michael Waldron, il serait sur les 2 films. En tout cas, il serait sur les 2 films. Mais Michael Waldron, par contre, lui, il a fait la saison 1, il a pas fait la saison 2 de Loki, tu vois. Donc, moi, je me demandais s'ils allaient pas prendre plutôt Eric Martin, qui a fait la saison 2, et qui aurait réécrit pas mal de la saison 1, d'après ce qui est tombé il y a pas longtemps. Ok, ouais, un peu bizarre. Ils peuvent pas prendre des réals de Bah, les réals, moi, je te dis, c'est Jason et... Oui, des réals de cinéma, je veux dire. Bah, après, comme je disais, les Rousseau, c'est pas des réals de cinéma à la base non plus, tu vois.
Oui, bah oui. Hein. Mais comme, tu sais, j'ai l'impression que Marvel fonctionne un peu comme ça, en prenant les mecs qui ont fait les trucs qui marchent, tu vois. Et le truc qui a bien fonctionné, là, dans les phases 4-5, c'est Loki, quoi. Ils vont prendre John Watts. Putain, merde. Non, je pense pas qu'ils prendront John Watts. Mais moi, je vois bien prendre Jason, et je sais plus comment il s'appelle. Mais je me souviens qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était Sam Raimi, potentiellement, aussi. Ah oui, c'est vrai. Parce que bah ça a bien marché Doctor Strange, donc c'est sûr qu'il prenait Sam Raimi. Ah, il y a moyen. Ouais, mais aussi, hein. j'y crois pas trop, mais peut-être, hein, écoute. Ouais, c'est... En tout cas, d'après certaines rumeurs, ils voudraient vraiment avoir un réalisateur sur les deux films. Enfin, ou un couple de réalisateurs, enfin bref. Oui, en gros, ils vont couper le film en deux. Enfin, tu sais, ils vont faire comme Infinity War et Endgame, ça va être un diptyque. Ouais, alors que c'était pas ça le plan dans le bas, j'ai l'impression, mais là, ça va vraiment être ça, quoi. Ouais. Ensuite, on a des infos de casting dans le MCU et une info un peu qui est tombée un peu sous le coup du hasard et de la et un peu c'est Robert Kirkman, du coup celui qui a fait Invincible, du coup Ouais, et Walking Dead. C'est ça, et qui a révélé que Steven Yeun, du coup qui joue le personnage d'Invincible, enfin en tout cas qui double le personnage d'Invincible et qui a joué dans The Walking Dead, voilà, devrait jouer le personnage de Sentry dans le MCU. Et il a balancé ça comme ça. Je pense que Kevin Feige est pas content parce qu'en fait, je pense pas qu'il était supposé le révéler. Et bah ça confirmait les rumeurs qu'on avait depuis un moment sur Steven Yeun, sur Sentry. Moi, je connais pas du tout le perso. S'il devrait venir dans Thunderbolt, c'était ça les rumeurs. Ouais. Oui, bah l'acteur il a été annoncé dans Thunderbolt, mais on ne veut pas donner son rôle. Oui, c'est ça. Donc on sait que ce sera Sentry dans Thunderbolt. Sentry qui a un genre de Superman hyper vénère en gros. C'est ça. Donc moi je connais pas du tout, mais j'aime bien Steven Yeun. Donc écoute, pourquoi pas. Ah, moi je suis chaud. Hein. Moi Sentry, c'est un perso que j'attends depuis longtemps, que j'aime bien. Donc j'ai assez hâte de le voir. Moi c'est le truc qui peut vraiment me hyper pour Thunderbolt, quoi. Ok, on va passer au casting des 4 Fantastiques, hein, le casting secret qu'on attend depuis des mois. Et là, on a eu une grosse rumeur parce que c'est pour le coup, on en avait déjà parlé d'une, hein. On avait parlé de Jack Gyllenhaal dans un des anciens épisodes. Oui, mais on n'avait pas parlé de Pedro Pascal. Pedro Pascal qui a été approché, en tout cas ça c'est sûr, pour jouer le rôle de Reed Richards. Est-ce qu'il a accepté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des grosses rumeurs que ce serait lui le prochain Reed Richards. Et on a appris aussi que Javier Bardem devrait peut-être jouer, en tout cas il est considéré pour jouer Galactus, du coup le méchant sûrement du prochain film Les 4 Fantastiques. Donc deux grosses news, et bah ouais, on aime bien ça, nous on aime bien Pedro Pascal. Ah bah ouais, de ouf. En fait, le problème qu'il y a avec Pedro Pascal, c'est plutôt par rapport à son planning, parce que comme on disait tout à l'heure, il doit tourner Last of Us, il doit faire Mandalorian saison 4, il doit faire Gladiator 2, donc tu vois, il a beaucoup de projets. Et il y a beaucoup de trucs qui seraient en début d'année prochaine, tu vois. Donc, pour l'instant, bon. Après, ce serait en bonne voie. Il faut qu'il trouve, en tout cas, un moyen pour que, voilà, il ait le temps de le faire, quoi. C'est surtout ça le problème, c'est le planning plus qu'autre chose. Mais lui, je pense qu'il est bien chaud. Hein. Ouais, bah écoute, il y a des gens qui sont pas trop contents sur Twitter parce qu'il ressemble pas du tout au personnage de base. Moi, écoute, moi j'aime bien Pedro Pascal. Je pense qu'il peut faire un bon Captain Fantastique, un bon Mister Fantastique. Et voilà, il Javier Bardem aussi, c'est un mec intimidant, voilà, on sait qu'il peut jouer des méchants. Ah, méchant, ouais, bon, on l'a vu, hein. Techniquement. Le mène, incroyable. Après, c'est un méchant qui fait 3 planètes de haut, donc on verra comment ils vont faire ça, mais je suis chaud. Ouais, moi je suis bien chaud, c'est Pedro Pascal. En plus, je pense que Marvel a besoin de ça, besoin d'un mec populaire, tu vois, parce que là, bon, on va parler de The Marvels dans la chronique box office, et ça va pas du tout, quoi, donc ils ont besoin de mecs populaires, là, de relancer un peu la hype autour du MCU, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, quoi. C'est ça. Et on verra le film, on verra comment ça avance, mais en tout cas ça avance bien pour une sortie dans 1 an et demi à peu près. Écoute, on en reparlera si on a d'autres infos, surtout sur la torche humaine aussi. On a des rumeurs, mais on n'a rien de concret. La chose, tout ça, et puis voilà. Ouais, mais j'ai hâte d'en savoir plus. J'espère qu'on va enfin avoir un bon film 4 Fantastiques, ce serait bien. C'est ça, c'est le 4 Fantastique de la dernière chance, parce que après on n'entendra plus parler pendant 100 ans, parce que ça fera le 4e mauvais film de 4 Fantastiques qu'il faudra arrêter au drame. Ça veut dire que c'est nul. Ouais. Par contre, je pense que là, les rumeurs sur comme quoi il y avait les enfants sont justes, parce qu'ici, Pedro Pascal, il est pas tout jeune, quoi. Donc ce serait pas étonnant qu'il y ait les enfants, Franck là, et je sais plus les noms, mais les 2 enfants de... Oui.
de Wanda. Red et Susan. De Red, de Wanda. de Matrix. Non, c'est pas les mêmes. Après, pour le coup, Vanessa Kirby, elle est pas jeune. Enfin, elle est pas vieille, pardon. Du coup, ça c'est spécial. Ouais. Parce que je crois qu'ils ont genre 15-20 ans d'écart dans Pedro Pascal. Vanessa Kirby, mais bon, après ça c'est un truc classique d'Hollywood, quoi, mais... Mais bon, on verra comment ça se... Parce que ouais, c'est vrai que Joseph Quinn, lui, il est jeune, il est vraiment jeune. Vanessa Kirby, elle a plus la trentaine, et Pedro Pascal, il a genre presque 50 ans, donc il y a un peu de tout, quoi. C'est fantastique, hein. Voilà. Pour Loki, alors, on a eu des chiffres, c'est pas box-office, c'est d'audience. Donc le final de la saison 2, il a attiré 11,2 millions de téléspectateurs dans le monde au cours de ces 3 premiers jours. Cela représente une augmentation de 3% par rapport aux 10,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé le premier épisode de la saison 2 au cours de ces 3 premiers jours. Donc il y a eu plus de gens qui ont regardé le final que le début, donc voilà. Après 3% de plus, c'est pas non plus. Enfin, c'est un truc constant, quoi. Enfin, en tout cas, là, ça a pas baissé, ça a pas augmenté, quoi. Je pense depuis le premier épisode, donc je pense que le public qui a resté était constant, quoi. Enfin, t'as pas quitté le show, mais c'est bizarre que c'est pas gagné non plus, qu'il ait pas gagné tant que ça. Donc après, il faut voir que 11,2 millions, ça représente vraiment. Je crois que c'est pas trop mal pour un show Disney plus. Enfin, en tout cas, c'est mieux que. Je crois que le mieux au-dessus, c'est Mandalorian saison 3. Oui. Bah ça, 14 millions, je crois, un truc comme ça. Je pense que c'est pas trop mal, voilà. C'est pas une série qui a flop comme Secret Invasion Ah non, pas du tout. ou des trucs comme ça, donc ça va, quoi. Bah, Alors, on a une info le producteur a balancé un truc qui, moi, me fait peur. Alors qu'il a dit, et je quote, au lieu d'une saison 3 de Loki, j'adorerais trouver un moyen de dire si c'est notre Breaking Bad, quel est notre Better Call Saul. Donc il souhaiterait développer l'histoire de Loki, ou en tout cas de la TVA, autrement. Moi je suis pas pour du tout, parce que en fait c'est bon, quoi. On a déjà tout dit, je pense. Là faut arrêter de faire un spin-off de spin-off. Ça serait fou de faire le TVA spin-off de Loki et lui-même spin-off de MCU. Enfin, pour moi, en plus, faire un truc sur la TVA que sur Loki, ou alors un truc que sur Loki après, mais je sais pas, moi ça me tente pas. Je pense pour moi l'histoire là est terminée, tu vois, de Loki, c'est bien comme ça. Faut pas rouvrir la brèche. Pour le coup, ça peut vraiment avoir le côté t'en fais tu fais un truc en plus juste pour faire un truc en plus. Enfin, pour moi en tout cas. Ah oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Après, c'est toujours le problème des spin-offs. Mais déjà, même là, ça parle de Better Call Saul, mais à l'époque de Better Call Saul, on était en mode pourquoi, tu vois. Mais après, c'était cool. Donc bon, au final, on a tout ça de vrai. Mais oui, mais je veux dire, Better Call Saul, c'était pas la spin-off d'un spin-off. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, après, tu sais, si tu pars comme ça, enfin, tout est un spin-off du MCU, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, le MCU, quoi. Tout est spin-off là-dedans. Donc, Bah oui, mais moi j'ai un problème avec les déjà faire des séries, il y a des trucs que j'approuve pas tellement, mais quand tu fais des spin-offs de séries sur des spin-offs de séries, c'est quand même juste faire, enfin pour moi c'est du contenu pour faire du contenu. Là pour le coup Loki, la saison 2 il y a des trucs. Racontes pour moi. Ouais, mais là Loki, la saison 2, je trouve que tourne un peu en rond, mais je trouve que le personnage, ils avaient vraiment quelque chose à raconter sur les 2 saisons sur son personnage, quoi. Et je sens vraiment que si tu fais un truc, rajoute un truc, alors que l'histoire là ils l'ont vraiment terminé, ils ont vraiment pris le temps de raconter quelque chose, ça va vraiment être juste pour faire du contenu. Peut-être, mais moi je pense que vu que ça s'est bien passé et tout, ils veulent leur faire travailler sur un autre projet, quoi. Je crois que c'est surtout ça l'idée, quoi. Après sur quoi, je sais pas. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je peux savoir, moi. Je sais pas, moi comme je dis, ça dépend ce que ça raconte, quoi. Ça dépend ce que ça raconte. Ouais. Après, il parle de vraiment retrouver l'histoire de Loki, donc c'est pas raconter quelque chose de nouveau, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas de prendre des nouveaux persos ou quoi, tu vois. Ah non, moi je comprends pas ça comme ça, tu vois. Moi je comprends plus, genre Saul, tu suis pas Walter White, tu vois. Oui, mais je veux dire, genre, ce serait qu'ils prennent Mobius et qu'ils fassent une série Mobius, tu vois, dans l'idée. Ouais, voilà, c'est plus ça l'idée, je dirais. Mais pour moi, c'est reprendre, du coup, l'univers de la série Loki pour en faire un truc, mais. De toute façon, je pense même pas qu'ils le feront, parce que là, vu ce qui se passe, et vu les restructurations, tout ça, ils sont en train de refaire toutes les séries et tout, je pense pas qu'ils feront des trucs comme ça. Par contre, je vois bien le TVA, intervenir dans nos différents programmes, tu vois. Dans des films ou dans des séries, il y a des histoires de temps, de multivers, machin, je vois bien les TVA, un peu comme il y avait le Shield à l'époque, tu vois, dans la phase 1, tout ça. Je vois bien un truc du style. Ouais, mais pas en série, enfin, tu veux dire dans l'univers, mais... Oui, dans l'univers, oui. Ok, bon, on verra tout ça dans les prochaines années. On a une info pas de casting, mais plutôt de retour pour Thor 5. Bon, Chris Hemsworth c'est en discussion pour revenir. Ça fait sens, vu que tu veux faire Thor 5. Ça me semble faire sens de faire revenir le personnage principal. C'est surtout Taika Waititi, il dit qu'en fait, il a entendu que, il serait en train de faire un Thor 5, quoi.
Parce qu'il n'y a pas de Thor 5 d'annoncé pour le moment. C'est ça. Bah après, on s'en doutait, mais voilà quoi. En gros, Chris Hemsworth sera en discussion pour revenir. S'ils font un Thor 5, évidemment qu'il va revenir de son Thor. Et par contre, Taika Waititi, c'est moins sûr qu'il revienne. De toute façon, je pense qu'il reviendra pas. Il avait dit de toute façon, il avait dit qu'il reviendrait pas. Bon voilà, on le savait. Ça nous confirme voilà qu'il reviendra pas. On est content. Ils vont revenir sur quelque chose d'autre. On espère sur une nouvelle formule avec Thor. Il dit que ça l'a fatigué, que ça prend 2 ans et demi de sa vie à chaque film, donc c'est ça. Compliqué. Ouais. Mais ouais, de toute façon, bon, il y a le 4e film, il a pas trop plu à beaucoup de monde, donc bon, je pense que beaucoup de gens sont contents que ce soit pas lui qui le fasse, quoi. Et bon, on espère un truc peut-être un peu plus sérieux avec le personnage de Thor aussi. C'est ça, poursuivre les nouvelles aventures de Thor et sa fille adoptive. Oh non, je sais plus son nom. Quelle horreur. Bah oui, parce qu'ils vont pas pouvoir l'éclipser, ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire, ça fait peur. Ouais. Et ensuite, la dernière info du MCU, What If, du coup, on vous en a parlé la semaine dernière. La saison 2 a été annoncée comme commençant le 22 décembre, du coup, de cette année, donc dans un mois, presque un mois pile. Et un épisode sortirait chaque jour, du coup, jusqu'au 30 décembre. Du coup, on aurait 9 épisodes, c'est ça. Et, et voilà, et on vous en parlera sur la nuit des sorties. Moi, je trouve ça marrant, cette façon de faire. C'est intéressant. Je trouve que ça fait un calendrier de l'avant, en plus avec Noël, tout ça. C'est sympa, je trouve. Chaque jour, t'as un épisode. Ouais. Après, je pense que voilà, si on avait eu un épisode de 20 minutes chaque semaine, ça aurait été peut-être un petit peu mince. C'est ce qu'on a eu pour la saison 1, et c'est vrai que bon, effectivement, c'est mince. Et puis quand t'as un épisode qui est nul, quoi, quand t'as un épisode qui est surtout sur l'humour et tout, t'es en mode, ouais, bon, j'ai un peu perdu mon temps, quoi. Alors que là, bon, si tu regardes ça une fois par jour, bon, c'est. Ouais, je sais pas, je pense que ça passera mieux. Ouais, voilà, parce que moi, je trouve que c'est un show qu'ils considèrent eux-mêmes comme vraiment mineur, de toute façon. Oui, je pense. What If, voilà, je pense qu'ils ne mettent pas trop on verra, d'efforts mais dedans non plus. Je suis pas sûr à 100%, mais bon. En tout cas, je pense pas qu'il va ressortir grand chose de cette série, genre de gros bouleversements à la fin de saison de Loki, tu vois, ou ce genre de truc, tu vois. Voilà, après, je pense que c'est un genre vraiment bonus de chez bonus, What If. Je sais pas si ça coûte combien de faire What If. Je sais pas si ça coûte vraiment très cher. Je sais pas. Donc à voir. Moi, c'est pas une série qui me hype. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'espère que la saison 2 sera plus intéressante que la saison 1. Mais bon, après, je crois qu'ils reprennent le même style d'animation pour le coup. Il n'y a pas d'innovation à ce niveau-là. Donc, ça me fait un peu peur. Ouais, moi, le trailer, j'ai plutôt bien aimé. Moi, ça me met pas mal les noms d'épisodes. Il y a des trucs cool. Déjà, il y a moins le côté. Il a l'air d'avoir moins le côté. On prend un film. Et on change juste un truc dans un film, parce que c'était ça la saison 1, c'était toujours basé sur un film. Mais par exemple, là, ça a l'air beaucoup moins, quoi. Déjà, il y a un personnage inédit dans la saison 2. Il n'existe pas dans les comics, qui est inventé pour la série, et il y a un épisode centré sur ce personnage, et je trouve que c'est intéressant. Ouais, bah écoute, moi je suis pas hypé du tout, mais on verra. Je demande qu'à être surpris, pour le coup. Après, de toute façon, je pense que ça se bouffe rapidement, donc ça va, c'est ça. Non plus. Et on va passer à la dernière phase de nos news avec le Sonyverse, le Sony Marvel Cinematic Universe, je sais pas. Je crois que ça se dit le SSU, le Sony Spider-Man Universe. Le Sony Spider-Man Universe. Donc on a appris que Venom 3 avait repris de son tournage avec une photo en plus de Tom Hardy très drôle qui fait le bouffon sur le set. Donc je pense que le ton est annoncé encore une fois de ce Venom 3. et on a eu le trailer de Madame Web cette semaine. Oui. Hypé. Écoute qu'ils aillent se faire voir chez les Grecs, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même une horreur, ce truc. Comment c'est possible de valider ça, quoi? Enfin... Franchement, ça a l'air horrible. Ouais, franchement, je sais pas qui a validé ça, mais les costumes, ils ont l'air cheap, mais cheap. Genre, le pauvre Tahar Rahim, quoi, qui est un très bon acteur français je sais pas comment il s'est retrouvé dans cette merde, quoi. dans ce truc-là, quoi. Et, enfin, voilà, je sais même pas quoi dire tellement il y a rien à dire sur ce trailer et tu sais que ça va être de la merde, quoi. Oui, tu le sens direct. Ça a l'air moche, ça a l'air chiant, les personnages ont l'air fins. En plus, ça a pas l'air drôle, ils essaient de faire de l'humour un peu, mais ça a l'air nul. Enfin, oh là 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 là. Moi, je vais y aller pour Sidney Sweeney, c'est tout. Moi, et ça me fait rire parce que le jour où le trailer est sorti, il y a eu le trailer de What If qui est sorti genre peut-être 1 ou 2 heures après, et puis après il y a eu l'annonce de Pedro Pascal. Donc en fait tout le monde a oublié Madame Web en 5 heures, quoi. C'était assez drôle. Bah parce que de toute façon il y avait rien de mémorable dans ce trailer. Bah c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est complètement. Enfin bref, moi j'ai rien à dire sur ce trailer, je l'attends pas et je pense qu'on va le défoncer. Ouais. Voilà. Les 3 films Sony de l'année prochaine,
je le sens pas du tout et j'espère qu'ils vont arrêter leur connerie, quoi. Voilà. Parce que ça m'énerve. Enfin, bref. Ouais, bon. Moi, je suis pas hypé, on n'est pas hypé. Et si Ista est pas hypé sur un projet Marvel, ça veut dire que c'est vraiment nul. Ouais, donc, faut le savoir. Il y a un problème. donc on verra. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine. Ouais. On passe aux sorties de la semaine. Let's go. Et ben on va vous parler de la sortie ciné de la semaine avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. What are the Hunger Games for? It's the things we love most that destroy us. Le jeune Coriolanus Snow est le dernier espoir de sa lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un Capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre-cœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le nouveau film de la saga Hunger Games, du coup le préquel. Première chose, que pense-t-on de la saga Hunger Games? Est-ce que tu aimes bien la saga Hunger Games, Ista? Moi, j'avoue que j'avais apprécié les 2 premiers. À l'époque, je les avais trouvés plutôt cool. Et que j'ai pas du tout aimé les 2 derniers, où je me suis vraiment fait chier. Et donc, en fait, je sais pas, Après, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. C'est pas non plus ma saga préférée de tous les temps et tout. Mais c'est juste, que je trouvais juste ça sympa, mais les derniers films, ils m'ont pas convaincu du tout. Donc, c'est pas très... c'est juste sympa. J'ai pas de haine contre Hunger Games. J'ai pas non plus d'amour pour Hunger Games. Je m'en fous un peu. Voilà. Et toi ? Ouais, moi j'aime pas la saga. Okay. Moi j'aime pas les 4 premiers. Le premier en vrai ça passe, mais je le trouve pas non plus incroyable non plus quoi. Et alors les 3 autres, je trouve que ils racontent quasiment rien quoi. Enfin surtout le 3, le 2 et le 3 ils racontent rien pour moi. Et les 4 ils racontent quelque chose sur la fin, mais c'est trop long pour ce que ça raconte parce qu'ils ont coupé le dernier livre en 2 parce que c'était la mode après Harry Potter de faire ça. Mais en fait du coup tu retrouves avec le 3e c'est le pire quoi. Il y a vraiment rien quoi. Ils font du surplace, genre les personnages ils bougent pas d'un endroit, il se passe rien. Enfin, voilà, et je trouve que c'est une saga qui survole mais pas mal de choses qui auraient pu être intéressantes. Et voilà, moi c'est pas une saga que j'ai dans mon cœur. Je trouve les histoires d'amour pétées. Enfin, je trouve et les persos et tout. Enfin, il y a quelques trucs à sauver, voilà, quelques séquences. Les Hunger Games, c'est un peu sympa, quoi. Et voilà, il y a quelques séquences sympas. La DA aussi, apparemment les gens aiment bien. Voilà, mais pour le coup, c'est pas du tout une saga que j'ai dans mon cœur. Mais de toute façon, comme toutes les sagas littéraires d'adolescents, moi, je crois qu'il y a que Harry Potter, quoi. Et après, le reste, je m'en fous, quoi. Donc bon. Ouais, Divergente. Non, je rigole. Oh putain, ça, tu vois, PTSD là, de ce genre de truc, quoi. Mais voilà, mais du coup pour ce préquel, on a Francis Lawrence, du coup le réalisateur de Hunger Games 2, 3 et 4, du coup les 3 derniers, qui revient pour faire ce préquel. Et du coup, moi je suis le premier surpris de cet opus parce que comme je vous ai dit, j'aime pas Hunger Games quoi, et donc du coup j'y allais un peu à reculons, mais enfin j'ai essayé d'avoir pas d'a priori, mais bon j'ai pas aimé les autres quoi. Et le film il m'a pas mal surpris moi pour le coup. Déjà c'est un film assez particulier parce qu'il a c'est un film qui est fait entre guillemets en 3 parties distinctes, et qui est assez surprenant dans sa narration parce que dans ce genre de production en général de blockbuster à plus de 100 millions, on a une structure en général assez classique dans ce genre de blockbuster, et là pour le coup c'est pas vraiment un film que je trouve est dans les carcans, c'est pas non plus un film novateur en dehors des carcans non plus, mais qui a une structure qui est vraiment surprenante quoi. Le 2, il avait pas 4 actes. Moi, j'ai un souvenir qu'il avait 4 actes, le deuxième film, qui était assez long, non ? Le deuxième film ? Ouais, il me semble le 2. Non, enfin... Le premier, je sais plus. Le premier, c'est la première heure, ils parlent, et après, ils sont dans les Hunger Games, quoi. Et après, ça finit sur un cliffhanger de merde. Mais je me souviens, ils se font kidnapper, mais... il me semblait que le 2, il avait 4 actes au lieu de 3. Enfin, bon, ça fait longtemps, donc... J'avais ce souvenir. J'ai pas vu ça. Okay. Je les ai récemment vus, j'ai pas vu ça du tout. Moi, j'ai vu 3 actes. C'est sûr que tu les as revus il y a pas longtemps, c'est pour ça.
Et Je te demande. oui, non, mais t'as raison. Et bah moi, je trouve ça assez surprenant dans ces narrations et j'ai bien aimé ça. Et déjà sur le côté visuel de la chose, je trouve qu'il y a plutôt une bonne mise en scène. Voilà, pour le coup, il y a beaucoup de grands angles. Je crois que c'est la mode en ce moment, putain, de faire des grands angles de partout là. Et je trouve qu'il y a des bons effets spéciaux aussi pour un blockbuster à plus de 100 millions. C'est devenu rare maintenant. On est là, oh putain, c'est pas moche. Ça devrait juste être la norme. On devrait même pas. Ouais. Ouais, ça devrait être la norme, mais bon, on est dans ce truc-là. Et je trouve qu'il y a la photographie aussi très belle sur certaines séquences dont je reviendrai, notamment une dans la forêt à la fin qui est très très belle. Et j'aime beaucoup la DA. Je la préfère cette DA, la DA qui avait la série, la saga originale en tout cas. On a un mix entre vintage, années, je sais pas 50, je sais pas, c'est assez spécial. Et en fait, ils aiment bien, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mixent la technologie avec ça. Pas comme Loki, hein. Ouais, bah un peu comme Loki, ouais, où ils mixent un genre de technologie avancée, qu'ils ont clairement, tu sais, avec ce genre de décor, normalement t'es pas du tout dans ce genre de technologie, mais là ils arrivent bien à mixer les deux et je trouve que ça marche plutôt bien. Et ouais, je trouve que c'est bien rythmé, malgré que c'est 3 parties soient ultra distinctes avec des coupures assez nettes. Bah moi chaque partie j'ai bien été dedans. Pourtant il fait 2h40, ça peut repousser au début, mais vraiment moi j'ai pas trop vu le temps passer, en tout cas pas autant que ce que je pensais. Et je trouve qu'il y a des séquences super quoi. Il y a une séquence où ils sont dans le Capitole, tu sais, dans l'espèce d'Hunger Games. C'est une espèce d'arène quoi, et il y a des explosions tout autour d'eux au bout d'un moment. Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a une sorte d'explosion et la caméra elle est en 360 autour des personnages et on voit toutes les explosions autour d'eux et je trouve ça pas mal. Et on a une séquence de chasse à la fin, pour pas spoiler, de chasse à la fin dans la dernière partie où dans la forêt elle est genre hyper tendue, mais en même temps hyper lente, hyper calme, genre c'est très spécial, genre c'est un truc qu'on voit rarement dans ce genre de production. Mais après non plus ça réinvente pas la roue, voilà, c'est pas non plus en mode c'est Martin Scorsese qui a fait le film, tu vois. Non, ça va, c'est sympathique, tu vois. Moi c'est surtout les personnages qui m'ont fait accrocher à l'histoire, parce que je trouve le personnage principal, je le trouve vraiment fascinant quoi. Parce que déjà encore une fois, il est pas commun ce genre de production. On a vraiment l'acteur, Tom Bliss, ou Tom Bliss, je sais pas dire son nom. Il a pas fait grand chose avant. Et genre vraiment, ce mec, au début, je me suis dit ouais, je sais pas trop, il a pas trop de charisme. Et genre au fur et à mesure que le long métrage il avance, on sent que le mec devient un fasciste, il devient méchant et il a vraiment un charisme à la fin, surtout quand il change de coupe entre guillemets et il est vraiment habité par son personnage. Je le trouve vraiment bon. Et on voit vraiment dans son personnage la bascule qu'il a, où il bascule vraiment dans la haine et le fascisme, quoi. Et c'est vraiment ça, ce que ça raconte. Ce film, ça raconte le récit d'un homme qui va devenir un fasciste, en fait, à cause du système dans lequel il a grandi. Et c'est pas le genre de sujet que t'abordes en général dans ce genre de production, tu vois. Parce que encore dans les premiers Hunger Games, on était dans un monde fasciste où Katniss s'émancipait entre guillemets et il remettait en question. Mais là, on suit un mec qui est un fasciste, quoi. On suit un mec qui est pas bon, qui est pas tout blanc en tout cas. Parce que encore il reste attachant ce personnage parce qu'au début, entre guillemets, c'est un pauvre parmi les riches, quoi. Genre il est dans une classe sociale, voilà, il est dans le Capitole parmi les riches, mais lui il est complètement sa famille est complètement dévoyée, enfin elle est complètement pas maltraitée, mais tu sais elle est mise de côté, quoi. C'est un genre le mec sa famille qui a perdu toute estime de leur père, quoi. Et ça t'accroche pas mal puisque lui tout ce qu'il veut c'est mettre bien sa famille en fait au début et avant qu'il parte dans d'autres trucs. Et je trouve qu'il est assez nuancé. On sait pas trop s'il fait certaines bonnes actions pour lui ou par altruisme. Bon, au bout d'un moment, ça devient clair vers la fin que voilà, il fait ça pour lui. Mais pour le coup, il y a des moments, par exemple, l'histoire d'amour qu'il a avec Rachel Zegler, j'y crois vraiment, tu vois. Contrairement à Katniss avec les deux autres. Pita. Ouais, et Pita et Diamem Soir, elle est en mode tiraillé entre les deux. Enfin, t'y crois jamais. Bref, moi en tout cas, j'y croyais pas. Et par contre, Rachel Zegler, que j'aime beaucoup dans ce film parce que je trouve qu'elle joue bien, son personnage, je trouve qu'il est un peu bizarre. Ouais. Genre, il change de personnalité un peu. Genre, il est présenté d'une manière assez spéciale, son personnage, genre assez cynique. Tu sais, genre, elle est un peu contre l'autorité directement. Tu sais, elle a un côté un peu provocatrice et ce côté-là, elle le perd complètement. Au fur et à mesure que le truc arrive, elle est beaucoup moins dans ça et après elle devient un peu plus classique. Et puis elle chante trop. Elle chante trop. Je sais qu'ils ont vu West Side Story, tu sais, et donc ils ont vu qu'elle chantait bien et là ils l'ont fait chanter partout. Alors là, il paraît que c'est pareil dans le livre, de ce que j'ai entendu.
Ah, c'est pareil dans le livre. Bon, Ouais, ok, elle alors, chante beaucoup le personnage. donc ils l'ont pris pour ça parce qu'ils ont vu qu'elle chantait bien, mais Je pense, ouais. mais il y a trop de chansons quoi dans ce film. Enfin moi en tout cas j'aime pas trop ça. Et en plus des fois c'est les mêmes chansons qui reviennent. Enfin bon, vraiment laissez-moi tranquille quoi. Et voilà, et je trouve que ouais les personnages ils sont enfin les relations entre les personnages ils sont un peu caricaturales au début, tu sais, tu te dis ah putain ça va dans ce sens-là, et en fait non, je trouve que finalement non, ça prend un peu son envol. Et même les personnages caricaturales en fait du récit, genre Viola Davis qui est avec son elle a les yeux un œil pas verron, mais en tout cas elle a deux œils de couleurs différentes. Elle joue la méchante et tout, hyper caricaturale. D'ailleurs, elle a les costumes et les maquillages, ils sont super, comme dans la saga principale, hein, ils sont super bien faits. Voilà, les costumes de Viola Davis et son make-up, ils sont super bien faits. Et j'adore la voir jouer la méchante. Ça se voit qu'elle s'éclate, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est un peu ce qu'elle aurait dû être dans Suicide Squad. En plus, tu vois, elle est vraiment hyper caricaturale, mais je trouve ça fun. C'est comme Peter Dinklage qui joue un genre de Tyrion, genre de Tyrion Lannister à boire de l'alcool. Enfin, je les trouve super moi dans ces trucs-là. Et mention spéciale aussi au présentateur là, Jason Schwartzman aussi. Là. Oui. Qui est comme Stanley Tucci aussi dans les premiers, qui joue le présentateur un peu égocentrique, complètement fou. Et à chacune de ses répliques, c'est hyper drôle. Et voilà, en fait, j'aime quasiment tous les personnages. Il y a aussi son meilleur pote entre guillemets qui est un miroir inversé du personnage principal, parce que lui il vient des districts, pour le coup sa famille vient des districts, et il a monté socialement du coup, et il arrivait chez eux, mais lui il continue de défendre entre guillemets les prolos parce que c'est un peu les prolos les gens. Et l'autre, enfin voilà, il y a une opposition entre les deux qui est intéressante, tu vois, c'est les deux faces d'une même pièce entre guillemets. Et voilà, après je suis un peu moins fan de la deuxième partie, et c'est là je pense que Ista va être pas d'accord avec moi, parce que je crois que c'est la partie qu'il a préférée. Mais voilà, l'action des fois elle est plutôt bonne, l'action elle est un peu moins bonne, mais moi c'est la partie qui m'a moins intéressé, parce que c'est la partie qui développe moins le côté personnage qui devient fasciste du personnage principal quoi. Donc voilà, moi je préfère la troisième partie qui est radicalement différente dans le ton, qui est plus lente et beaucoup plus belle je trouve esthétiquement, et qui sort vraiment des carcans de ce genre de production. Et en plus là pour le coup je sens une vraie vie dans ce district quoi. Parce que c'est ça que les premiers Hunger Games ils n'arrivaient pas à me faire voir, c'est comment vivaient les districts, parce qu'on se concentrait que sur Katniss Everdeen et sa famille, voilà, et Pita et je sais pas quoi, et en fait les autres on les voyait, alors que là on les voit vraiment se réunir la nuit, faire des chansons dans un truc assez fermé, tu vois. On comprend les relations qu'ils ont avec le Capitole, donc comment ça s'établit quoi. Moi je trouve que ça marche beaucoup mieux ici quoi que dans les premiers films quoi. Et voilà, il y a une scène super dans la forêt à la fin entre le personnage de Tom Bliss et de Rachel Zegler. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce truc là. Après il y a des références ultra forcées dans le film à la saga principale. Ils sont en mode à la plante c'est une Katniss, ou je sais plus c'est quoi là, c'était patate ou je sais pas quoi là, ils disent le nom Katniss 3-4 fois, c'est bon on a compris. Ils reprennent la chanson, une des chansons c'est une reprise de la chanson que Katniss chante. T'es en mode oui bon c'est bon on a compris, voilà, c'est dans la saga, c'est bon quoi, laissez-nous tranquille. Enfin voilà, moi j'étais surpris, voilà, c'est pas le meilleur film de l'année non plus, mais pour un blockbuster de cette année c'est un des meilleurs que j'ai vu je pense, et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, carrément. C'est pas très compliqué, hein, écoute, mais enfin un des meilleurs, voilà, oui Les Gardiens c'est meilleur que ce film, je préférais John Wick 4 par exemple ou ce truc là, mais je pense qu'il est fait partie des bons blockbusters de cette année quoi. D'accord. Ouais, moi j'ai trouvé le film sympa, j'ai trouvé ça ok, je trouvais aussi que c'est son pote, c'est Marcus je crois. C'est ça ouais, je crois que c'est ça. Ça c'était intéressant. C'était intéressant parce que le personnage il est chouette de Marcus. C'est vraiment un bon gars et tout. Mais ouais, Viola Davis, je pense pas, je suis pas sûr d'être vraiment d'accord avec toi. Enfin, mon frère, elle m'a rien fait de spécial quoi. Je l'ai pas trouvé folle. Je l'ai vu en VO hein, le film, j'étais content de le voir en VO quand même. Pour les chansons, moi je les ai en VO, même si elles saoulent. Alors faut savoir que Ista a pas forcement les cinémas qui sortent les films en VO la plupart du temps, donc c'est pour ça qu'il ça, je suis pas à Paris, donc moi il y a beaucoup de VF et VO, il y a certaines horaires quoi. Et ouais, donc je suis content de l'avoir vu en VO quand même. Ouais, l'acteur principal, ouais. Mais je sais pas, ouais, moi quand il y a eu la troisième partie, je suis un peu sorti du film, et en fait parce que je sais pas, je pense dans ma tête je me suis dit c'est la fin. En fait c'est reparti sur 50 minutes. Et j'étais en mode et j'ai eu du mal à re-rentrer dedans, tu vois, et je sais pas, ça m'a fait choper. J'ai du mal, je pense, avec les récits un peu comme ça, où ça te sort un peu du truc, et pour moi c'est toujours compliqué de re-rentrer dedans.
parce que j'étais plutôt dedans en vrai, mais même si moi le film je trouve ok, c'était sympa, j'ai comme suivi pas mal ce qui se passait, mais ouais, la dernière partie j'ai eu beaucoup plus de mal, je me suis un peu ennuyé, je t'avoue, à part la fin quoi. Enfin moi tu vois, je couperais bien 30 minutes, tu vois. Enfin après bon, je dis ça, mais il paraît qu'ils ont coupé des trucs du livre, donc normalement il y a plus que ça. Ouais, bah, je pense que le livre est apparemment assez dense, voilà. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient que ça continue encore, entre guillemets, parce que, on va pas spoiler, mais en gros, le personnage principal, il finit pas forcément, son parcours, enfin, pour moi, il finit son parcours. Hein. Ouais. Je sais pas dire comment, sans spoiler, mais en gros, il finit les gens s'attendaient peut-être à ce qu'il finisse à une certaine position à la fin du film. Ah oui, ok, ouais. Laquelle il finit pas forcément, mais son parcours de personnage, pour moi, à la fin, tu comprends clairement vers quoi ça mène, quoi. Oui, bah oui. Non, mais je vois le truc qu'il veut donner. Mais j'étais d'accord, je voulais lire aussi le forcing sur les références avec la plante, ouais, c'est la Katniss, les oiseaux, ouais, c'est des Game Walkers. Enfin, on te parle 4 fois pendant le film des Game Walkers, c'est bon, on a compris, quoi. Ah ouais, c'est insupportable. Franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut arrêter, quoi. Ouais. Et puis la chanson du Hanging Tree, là aussi, pareil, 3-4 fois. Enfin, Et tout ça, c'est beaucoup dans la dernière partie. Et je pense que ça m'a un peu saoulé aussi, tout ça. Puis, ouais, je suis d'accord avec toi sur la DA, c'est plutôt cool. Peter Dinklage, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que... Bon, après, il joue d'habitude, mais j'aime bien qu'on ait la révélation à la fin de pourquoi il prend tout le temps de la morphine, là. On sait pourquoi à la fin. Et... Oui, il est un peu plus profond que ce qu'il peut laisser entreparaître. C'est ça, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Et ouais, non, je sais pas, j'ai pas détesté le film en vrai, mais t'as ok pour moi, mais préféré la deuxième partie, toi, tu m'avais dit, c'est ça? Ouais, donc les jeux quoi, les jeux, ouais, moi j'étais plus dans les jeux, ouais, je sais pas, c'est peut-être le truc qui m'intéresse le plus à chaque fois dans les films Hunger Games, hein. Ouais. Même si c'est peut-être pas non plus, bon, ça a déjà été mieux fait, mais bon. Après, là, les jeux sont moins sensationnels dans le sens où on est dans un préquel et c'est ça aussi. Les jeux sont pas, voilà, il y a moins de technologie, on est dans une vraie arène là pour le coup. C'est pas un truc où là ils font pleuvoir du feu là ou je sais pas quoi là dans les trucs. Là, on est dans un truc beaucoup plus voilà terre à terre. Oui, c'est quand même une jungle et tout dans les autres. Oui, c'est ça. Il y a des phénomènes naturels, enfin pas naturels vu qu'ils sont provoqués par un ordinateur, mais tu vois, il y a tout un truc contrôlé autour de ça, alors que là, voilà. Et là, vraiment, on montre aussi la genèse de la commercialisation des jeux, j'allais dire, mais non, pas la commercialisation, mais l'effet télé-réalité du jeu, quoi. Parce que on comprend que les 10 premiers, ça faisait pas sensation parce que c'était pas, ils s'attachaient pas vraiment aux tribus. Là, ils ont vraiment mis un côté télé-réalité, voilà. On présente les personnages, on les fait aimer du public, voilà, comme ce qu'on verra après dans la saga principale, quoi. Oui, on voit ça. Ouais, c'est quand même intéressant si t'intéresses à l'univers et tout. Mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est pas du tout un des meilleurs blockbusters de l'année. C'est ok, quoi. Voilà. Par contre, au niveau de la saga, tu le places où, tu vois? Est-ce que tu préfères celui-là? Tu préfères le premier? Tu préfères le 3? En fait, je pense que je ne saurais même pas dire. Ça fait tellement longtemps que je les ai vus à leur sortie. Il y a 10 ans, quoi. Ouais, je les ai pas revus. Donc, parce que moi, il me semble que j'avais beaucoup aimé le 2, mais tu dis que c'est nul. Donc, je suis en mode, peut-être c'est nul. C'est pas le plus nul, mais genre, en fait, c'est un film qui raconte rien de plus que le premier, je trouve. En fait, il reprend la même structure que le premier et juste qu'il se coupe, il coupe sa fin, son climax, quoi. Enfin, même pas son climax, en fait. Ouais, mais là, tu vois, je sais même plus te dire pourquoi j'ai préféré le premier au deuxième à l'époque. Je sais plus. Oui, bon, après, t'es pas obligé de les revoir, t'inquiète. Franchement, voilà, quoi. Et je sais qu'en tout cas, je les mets, je le mets quand même largement au-dessus des 2 derniers. Tu vois, ça, y a pas de souci. Oui, quand même. Mais c'était sympa, mais moi, en fait, je reste toujours dans le même truc, je te dis, un peu Osef, c'est pas une saga qui me parle, quoi, c'est ok. Ouais, bah, moi, c'était pas une saga qui me parlait, et je suis le premier surpris de dire que j'aime bien ce film, alors que je crois que même les dernières semaines, j'ai un peu descendu le film. En mode, je m'en bats les couilles de ce film et tout. Et au final, je suis sorti, j'étais content, donc, comme quoi, voilà, hein, des fois, de temps en temps, on a tort, quoi. Et des fois, on peut être surpris. Et voilà, et je sais pas si, parce que il y a des gens qui veulent la suite de ce préquel, c'est bon. Franchement, là pour le coup, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, là, c'est pas coupé, quoi. Le récit, là, on a réussi du début à la fin, et c'est bon, quoi. Là, c'est bon, on peut laisser ça tranquille. Et voilà. Et la musique est pas folle. Je crois, dans le film. En tout cas, je m'en rappelle pas du tout.
Ouais, moi non plus. Pourtant, c'est James Newton Howard celui qui a fait les musiques de Shyamalan, des grands Shyamalan, qui a fait la musique, mais là, je m'en souviens même pas. Et voilà. Bah ouais. Et voilà, et on va passer à quelque chose qui va nous réconcilier peut-être un peu plus. Oui, je pense, oui. Et ben, on va passer sur Netflix, on va parler de la nouvelle série d'animation, Scott Pilgrim prend son envol. Let's party. Scott Pilgrim doit vaincre les 7 ex maléfiques de sa nouvelle petite amie Ramona Flowers afin de gagner son cœur, d'après le comic book de Brian Lee O'Malley avec les voix des acteurs du film de Edgar Wright. C'est ça. Donc, Scott Pilgrim, c'est une BD, il me semble. C'est un comics, ouais, mais je crois que c'est canadien. Ouais. C'est ça, mais c'est pour ça que j'ai pas dit comics, parce que j'étais pas sûr que ce soit catégorisé comme comics, mais en tout cas, c'est une BD en tout cas. Et qui avait été adapté par Edgar Wright il y a plus de 10 ans maintenant, qui a été faite avec Michael Cera. Tous les acteurs qui ont joué dans ce film reviennent pour doubler du coup leur personnage dans cette adaptation. Qu'est-ce que tu penses du film? Tu l'avais vu à l'époque, je pense. Est-ce que tu l'avais kiffé? Ouais, moi j'aime bien, c'est un très bon film d'Edgar Wright, plus qui parle un peu de tous les univers geeks, tout ça, donc forcément ça me parle. Hein. Donc ouais, c'était cool. Et toi? Ouais, c'est un film qui avait malheureusement qui a pas eu le succès qu'il mériterait. Gros flop au box-office, ce film. C'est ça, ouais, il a pas mal floppé, alors que pourtant il est quand même on voit pas trop ça dans ce paysage-là, mais de toute façon Edgar Wright, voilà, je pense qu'il a plus rien à prouver. Et là, on retrouve cette adaptation qui est faite par Science Saru, je crois que c'est ça le studio. Oui, c'est ça le studio, ouais, Science Saru. Ils ont fait Devilman Crybaby, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, je savais plus, mais oui, ok, ouais. Et je crois qu'ils ont fait un épisode de Star Wars Vision, ou un truc comme ça me dit un truc, mais... C'est ça, ils ont fait réalisé des épisodes de Star Wars Vision, et j'avais vu, il me semble, qu'ils ont participé au film Inuo, tu sais, qui était sorti il y a 2 ans, il y a 1 an, je sais plus. En tout cas, il y a 1 an, je crois qu'il était sorti en France, Inuo. Enfin bref, voilà, c'est quand même un studio qui a un peu de bagou. Qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation animée, Ista? J'ai adoré, je trouvais ça génial. Franchement, c'est un énorme coup de cœur et je trouve que le twist et tout du premier épisode, qu'on s'attend pas, parce que à la base ça commence comme le film, quoi. Et le twist de fin du premier épisode est assez fou. Et je trouve que même la fin de la série où tu comprends ce qui s'est passé, c'est assez génial. Et j'adore toutes les références qu'il y a, que ce soit aux jeux vidéo, que ce soit au cinéma, tout le côté l'animation, le character design, la musique, tout est trop bien, quoi. Voilà. Moi j'ai détesté. D'accord. Je rigole. Non, j'ai beaucoup aimé aussi. Déjà, dès que j'ai commencé, que j'ai vu le générique en mode opening japonais, j'ai fait voilà, acheter. Acheter au bout de 5 minutes. Génial, quoi, d'avoir fait un opening. Faire un opening, quoi, pour faire des Américains. Moi, je trouve que c'est génial. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, il y a pas mal de références visuelles, notamment à l'animation japonaise. Bien sûr. Dans c'est quand même un épisode qui commence par un anime. C'est ça, ouais. Qui commence par un genre daishi ou shoujo, c'est assez classique de romance, assez classique, qui est assez drôle, tu vois. Quand tu connais le genre un peu. Et voilà, ça reprend le style de la BD, il me semble, le style graphique. Ouais, complètement. Que je n'ai pas lu, mais moi je trouve que ça marche super bien et que c'est super bien animé. Ça a énormément de références visuelles à l'animation japonaise, comme j'ai dit, mais aussi aux jeux vidéo, comme t'as dit, dans les visuels. Il y a aussi pas mal de split screen, ça rappelle les cases de BD, donc moi je trouve que c'est super bien fait en général. Les musiques aussi, très japonaises, très arcade, et rock, parce que c'est souvent lié, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le rock et l'arcade c'est un peu lié. Ouais. Il y a un peu ce truc là, et j'adore aussi le fait que ça prend des libertés, quoi. Parce que en fait c'est une série un peu d'enquête au final. Ouais, c'est un whodunit un peu au final. C'est ça. Et je trouve ça super parce que ça respecte entre guillemets l'esprit de. En fait, ça dénature pas du tout la BD de base, mais en même temps, ça refait pas inutilement la même chose que le film et que la BD, en fait, parce que c'est vrai que quand tu vois le début,
tu peux dire ah bah c'est bon, Scott Pilgrim, bah comme dans la BD, il va battre un à un chacun des ex de Ramona et voilà quoi. Et en fait non, en fait là pour le coup ça explore des nouvelles parties de l'univers, et quand je dis nouvelles parties c'est vraiment des nouvelles parties parce que ça va très loin quoi. Et mais surtout de ces personnages quoi, parce que là l'intrigue se concentre beaucoup plus sur Ramona, sans spoiler, qui était un peu la meuf. Un peu le trophée quoi de ce que bon ça joue avec ça hein, évidemment la BD et tout tu vois, mais voilà là la vraie c'est vraiment elle le centre de l'intrigue pendant un long moment, et surtout tous les ex de Ramona quoi, tous les ex de Ramona qui sont à la base des faire-valoir un peu clichés qui sont fun en général, tu sais, à chaque fois qu'il est bas, mais là ça raconte vraiment autre chose, ça utilise vraiment le format sériel pour développer ces personnages, voilà de voir c'est très c'est bizarre parce que c'est très caricatural, mais c'est quand même développé dans la caricature ces personnages là, parce qu'ils sont hyper attachants au final. Ouais, ils deviennent très attachants je trouve aussi, ouais. Et ça permet de confronter et tout, ouais. C'est ça les relations qu'a eu Ramona avec eux, parce que parfois c'est elle qui a un peu merdé, des fois c'est eux qui sont complètement bizarres, et puis ils vivent eux aussi. Je pense au personnage de Gordon, mais je sais plus son nom, Gideon Graves, tu vois, qui Gideon Graves, Gordon Blues, quand tu vois la deuxième épisode, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va devenir, c'est pas ça, et en fait il suit vraiment sa propre voie, et c'est assez intéressant, c'est assez drôle ce qui se passe avec lui. Chaque personnage, comme dans la BD, a ses particularités et un peu moins caricatural que ce qu'on pense, tu vois. Même si l'intrigue elle reprend une trame un peu classique au bout d'un moment, quand t'as compris à partir d'épisode 3, 4, ça commence à reprendre une forme qu'on comprend, mais c'est pas si dérangeant que ça, parce que rien que visuellement et dans les idées de mise en scène, ça se renouvelle pas mal. Déjà les combats, je veux dire, il y a des combats contre certains ex qui sont hyper différents de ce qu'on peut voir. Mais puis même des fois, si tu regardes des combats d'ex pas forcément contre c'est ça. Contre Ramona, tu vois, t'as Lucas Lee contre les paparazzis, moi ça m'a beaucoup fait rire, tu vois ça. Oui, les paparazzis qui sont des espèces de ninjas tous les Wallace, cachés, les ninja paparazzis, ou tous les Wallace là, tous les doublures de Wallace. C'est ça, oui, c'est un peu n'importe quoi. Il y a pas mal d'idées de mise en scène en fait qui en fait se renouvellent à chaque fois. Par exemple, il y a un combat contre sa quatrième ex, du coup, pour le coup, parce que c'est une femme, où ils vont dans un film, vraiment, puis ils voyagent de film en film en même temps qu'ils se battent, Oui, ça change de ratio, en plus, t'es dans un... C'est ça, exactement. T'as une vraie mise en abîme, pour le coup. Ouais. Et alors là, t'as le méta de chez méta dans l'épisode 5, où ils sont sur un plateau de tournage. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est parce que là, c'est un côté méta, parce qu'on se retrouve sur un plateau de tournage et ils te font comprendre que ça pourrait être du coup le tournage du film d'Edgar Wright, où d'ailleurs il y a une référence où Edgar Wrong, donc, comme de réalisateur, tu vois, et donc en fait que par exemple Ramona joue Ramona dans le film d'Edgar Wright, elle-même doublée par Mary-Elizabeth Winstead qui jouait Ramona dans le film de base de Garrett. Et là, tu te prends la tête et tu te la tords, quoi, faut dire que le côté méta est vraiment poussé, enfin vraiment qu'il y a des références à tout bout de champ, et enfin franchement c'est hyper bien fait et c'est hyper drôle en même temps, et voilà, moi je trouve ça super bien. Après j'étais peut-être un petit peu perdu, voilà, pour dire des choses un peu négatives sur certains persos, parce que j'avais oublié qui était quel perso de certains moments au début. Ah ouais? Ouais, t'as la sœur de Scott. Oh, voilà, t'as pas la sœur, ouais. Oui, mais t'as Young Neil, là aussi, au début, ouais, je savais plus. Mais après, c'est le coloc qui disent de... Oui, c'est ça, mais en fait, t'as le coloc d'un des rockers qui est là vite fait au début, mais que tu vois pas trop, et en fait, qui prend une importance. Au bout d'un moment dans le film, tu fais, mais attends, mais lui, c'est qui déjà? Et en plus, il ressemble un peu à Scott Pilgrim, je trouve. Et du coup, j'étais un peu perdu. Et ouais, mais sinon, ça va, quoi. Franchement, il y a peut-être une petite baisse de régime, allez, à la fin. Pas la toute fin, mais avant la fin. Mais sinon, franchement. Oui, encore, ça, c'est juste que ça explique le truc, quoi. Moi, j'ai pas vraiment senti de baisse de régime, je trouve. Ouais, non, moi, c'est juste, moi, personnellement, j'ai peut-être ressenti, voilà, une petite baisse de rythme. Peut-être parce qu'il y avait un truc qui était un peu attendu. Ouais. À partir d'un certain moment. Mais voilà, l'épisode final, il déçoit pas, pour le coup, il est vraiment pas mal. Et ouais, moi je trouve que c'est super. Voilà, je trouve que c'est super. C'est comme ça que devraient être adaptés des trucs qui sont des réadaptations déjà, pas juste des adaptations. Voilà, tu étends l'univers en même temps en gardant la source de ce qui fait la BD, quoi. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que la BD, elle parlait surtout de l'adolescence. Et là, en fait, ça te parle un peu aussi de la vie, quand tu vieillis, tout ça, par rapport au twist qu'ils ont fait, tout ça. Donc
Oui, c'est ça, parce que quoi. parce qu'ils sont là, ils sont à la fac, Ouais. les personnages. J'adore aussi le fait qu'ils sont en mode. Par contre, t'as 24 ans, tu sors avec une meuf de 17 ans, tu es bizarre. Et ils sont en mode, ah ouais, c'est peut-être pas fou. Ça me tue. Genre, ils ont du recul sur ce qui, voilà, sur ce qui était avant, quoi. Et ouais, moi je trouve ça super. De toute façon, les séries d'animation Netflix, des fois, ils sortent des bangers. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait plus tôt, c'était très bien aussi. Ouais. Et ce que je trouve cool là en plus dans Scott Pilgrim, c'est que vu ce qu'ils ont fait, ça donne la place à tout le monde. En fait, t'as tous les acteurs qui s'éclatent. Et vraiment, enfin moi je conseille vraiment d'écouter la VO parce que écoutez Kieran Culkin qui fait Wallace, Brie Larson qui fait Envy, Mary-Elizabeth Winstead, Michael Cera et tout, c'est trop bien quoi. Et tu vois qu'ils s'éclatent, Chris Evans il s'éclate sur Lucas Lee, ils font des grosses voix et tout, enfin ils s'amusent, ça se sent, c'est cool quoi. Bah surtout Chris Evans qui joue Lucas Lee, ça marche trop bien, en mode star d'Hollywood et tout, tu vois. Captain, ouais, c'est toi Captain America, donc ouais, ça marche bien. Moi je conseille la série d'animation. En plus elle est pas longue, c'est 27 minutes par épisode, de 8 épisodes. Ça s'empiffre bien, c'est bien rythmé, et franchement, allez-y. Ouais, très très cool, on vous la conseille, tous les deux. Voilà, et du coup là c'est l'heure de ne plus être d'accord, puisqu'on va vous parler de la nouvelle série Apple TV+, qui se trouve dans l'univers du Monsterverse. On va parler de la série Monarch Legacy of Monsters. The world is on fire. If you want to save millions of lives, we can use some help. Alors que San Francisco a été ravagé par l'affrontement entre Godzilla et les Titans et que le monde a découvert l'existence concrète des monstres, Monarch Legacy of Monsters suit l'histoire d'un frère et d'une sœur sur les traces de leur père qui découvriront les liens unissant leur famille à une organisation secrète nommée Monarch. Et oui, la série spin-off de la saga du Monsterverse, donc la saga du Monsterverse, qui a démarré par Godzilla en 2014 de Gareth Edwards. On a eu Skull Island, Godzilla Kings of Monsters et Godzilla vs Kong, et on attend pour l'année prochaine Godzilla X Kong, il me semble. C'est ça, The New Empire. The New Empire, et donc on va parler un peu globalement de tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la saga du Monsterverse? C'est complètement con, mais en vrai, je crois que je sais pas ce que j'en pense. Parce que je regarde et tout, je vois des monstres, je suis content, mais c'est un personnage, ils sont un peu nuls. Moi, je sais que le premier, le Godzilla de Gareth Edwards, j'avais bien aimé le personnage de Bryan Cranston, mais bon, il disparaît au bout de, je sais plus, 45 minutes, 50 minutes, et après, c'est Aaron Taylor Johnson qui prend le lead, et ça m'avait beaucoup moins plu. Et en plus, il me semble que dans le Godzilla là, tu vois pas tellement Godzilla. Il me semble qu'il fait des genre il va attaquer puis ça coupe et tout. Il me semble qu'il s'amuse à faire ça un peu, Gareth Edwards. Oui, c'est ça. Moi, il y a un problème de mise en scène un peu. Ouais, aussi, il y a un gros travail sur le gigantisme, comme d'habitude avec Gareth Edwards, mais il y a un problème dans la manière dont il monte le monstre. Enfin, en tout cas, c'est c'est très frustrant, quoi. Ouais, c'était frustrant de ouf, ça m'avait frustré, je me souviens à l'époque. Et et après le King of Monsters, le personnage sont nuls, mais bon, il y avait des beaux plans, il y avait des gros monstres, donc j'étais content quand même. Et c'est toujours un peu ça le problème. En fait, il y a des gros monstres, je suis content, mais c'est toujours un peu pété, quoi. Et toi, qui penses-tu de cet univers incroyable? C'est de la merde, hein. Aucune surprise. Non, mais ouais, moi, je trouve ça, déjà, en fait, le premier Godzilla, je lui trouve même pas que c'est un bon film, tu vois, je trouve que ça va, tu vois, en fait, il y a des idées, il y a un peu de trucs, et les personnages sont le moins insupportables, en fait, tu vois. Genre, c'est même pas qu'ils sont bien, tu vois, c'est juste qu'ils sont moins insupportables, tu vois. Par rapport aux autres films, oui. Ouais. Et en fait, plus t'avances, moins après c'est au fur et à mesure moins bien mis en scène et les personnages deviennent encore plus osef. Mais j'ai un petit kink pour Skull Island, c'est un peu drôle, où il y a un second degré qui est assumé, qui est drôle, mais le film il est pété aussi, hein. Enfin, il est pas ouf du tout. Après voilà quoi, c'est bizarre que ce soit une des seules sagas qui marche, enfin en tout cas de univers partagé qui fonctionne. Ouais, j'ai jamais compris, mais bon, ok, c'est que ça fonctionne quand même, ok. Et voilà, moi la série m'hypait pas du tout. Même si bon, voilà, il y a les trailers, je me dis pourquoi pas. Écoute, écoute, tu veux que je commence? Vas-y, défonce-la.
Je vais pas défoncer parce que je trouve pas c'est pas la pire série de tous les temps, mais ouais, moi je crois que Godzilla c'est pas fait pour moi. Je crois là franchement j'ai vu tellement de trucs Godzilla, j'en peux plus. C'est ça, t'as une saturation. Mais non, mais j'ai pas. En fait, s'il y avait eu un bon film, un bon truc Godzilla, j'aurais dit ouais, mais non. Enfin, il y a rien quoi. Ceux des Américains ça n'a pas marché, j'en ai vu un japonais, ça n'a pas marché. Cette série, bon bah on est qu'aux 2 premiers épisodes, hein, donc oui, voilà. là oui. Mais ça m'a pas convaincu tout de suite, quoi. Déjà, il y a le générique qui se lance, et le générique, il est un peu osef, et je me dis, ah, tiens, c'est bizarre comme cette série. Et le générique, moi, je trouve, il est un peu, tu sais, dans les carcans habituels des séries modernes, quoi. Ouais, il est osef. Non, enfin, moi, en tout cas, graphiste, quoi. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a la musique, enfin, tout est générique, tu vois, dans ce générique. C'est marrant. Et voilà, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que, les 2 épisodes, c'est purement de l'exposition pour moi, et quand tu fais tu tapes 1h30, enfin plus d'1h30 je crois même, parce que ça dure plus de 40 minutes de je vais pas dire de contenu, mais en tout cas de visionnage, et que c'est que de l'exposition, faut que l'exposition au moins soit à la hauteur, et c'est pas toujours le cas. Bon, alors il y a des trucs qui ça va, genre en fait, tout va bien quand il y a les monstres, j'ai l'impression. Quand il y a les monstres, ça va. Genre, il y a une scène, on voit Godzilla sur le pont, voilà, qui est pas trop mal, à échelle humaine. Bien foutu, ouais. Et il y a une scène du bateau dans le dernier épisode où on voit aussi un autre monstre qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Et même à la fin de l'épisode 1 aussi, il y a des petits monstres, et ça crée des petits trucs un peu stressants, de tension, qui est pas mal, tu vois. La première scène, par contre, elle est horrible. La scène sur Skull Island, on voit John Goodman courir, genre on voit les lens flares et tout, enfin c'est pas. Je pense qu'ils ont voulu un peu faire dans le même style que Skull Island. Ouais, Skull Island, ouais, mais ça marche pas du tout. Enfin, Skull Island déjà il y avait des scènes un peu moches, mais là ouais, je trouve ça très très moche aussi. Et voilà quoi. Après, à part ça, franchement, je pense que j'aurais pas grand chose à dire. Mais en gros, on suit l'histoire sur 2 temporalités. En fait, on suit le personnage de Kate, il me semble que c'est ça son prénom, oui, qui est sur une temporalité, c'est le présent entre guillemets, et ensuite les personnages de Wyatt Russell, du coup jeune entre guillemets, qui se passe dans les années 50. En gros, c'est le début de l'organisation Monarch, donc l'organisation qui gère entre guillemets les mutants, je sais pas comment ils appellent ça là. Et en gros, il y a des allers-retours entre ces 2 temporalités, et même plusieurs temporalités, parce que dans le passé il y a plusieurs temporalités et dans le présent aussi, et c'est un peu un bordel, et je trouve que ça casse le rythme, mais un truc de fou à chaque fois, quoi. C'est de faire ces allers-retours là, parce que ils ont un rythme bien précis les deux, genre d'un côté, on a un récit d'aventure dans les années 50, et d'un autre côté, on a un récit genre d'espionnage. Et ils ont ces 2 tons radicalement différents, et je trouve que l'alchimie des 2 ne marche pas, pour moi en tout cas. Surtout que les intrigues, en tout cas surtout l'intrigue du présent, avancent très lentement, voire pas du tout, surtout dans l'épisode 1. Voilà, bref. Et dans celle du passé, je trouve que c'est catastrophique ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont... En fait, tu commences le passé, c'est la temporalité du passé, mais en fait, ils reviennent en arrière dans l'épisode 2. Et on montre quelque chose, on montre qu'un personnage se fait tuer, par exemple dans l'intrigue du passé. Et après, on revient en arrière pour te montrer, en fait, comment les 3 personnages se sont rencontrés. Et moi, j'ai un problème avec ça. C'est que du coup, dans le premier épisode, tu fais mourir un personnage. Sauf que le personnage, il meurt trop vite pour que j'ai le temps de m'attacher à elle. Mais en même temps, là, après, tu me fais revenir dans le passé pour me montrer ce personnage, alors que je sais exactement ce qui va se passer pour eux. Je trouve ça extrêmement étrange. Je trouve qu'elle est pas morte. Elle est tombée dans un puits avec des monstres. Enfin, ça me paraît compliqué. Après, ça se trouve, ils vont la faire survivre, je sais pas comment. Ah ouais. Mais ouais. Bon, je pense là, le délire, ça va être de comment ça en est arrivé là. Et après, je pense qu'il y a aussi l'histoire qui va vouloir lier les 2 temporalités l'une avec l'autre. Oui, ils vont lier avec le personnage de Wyatt Russell. Enfin, Wyatt Russell et Kurt Russell, ils jouent le même personnage, sauf que l'un est plus vieux. D'ailleurs, va falloir m'expliquer. Parce que, on va dire que Wyatt Russell... Ça marche, moi ça marche. Non, c'est pas, ils se ressemblent, mais Wyatt Russell, dans sa temporalité, on est dans les années début 50, d'accord? Il a à peu près 30 ans, je pense, tu vois, son personnage. 53, ouais. Tu passes des années 50 à 2015, ça fait 65 ans, d'accord? 65 ans, donc le personnage de Kurt Russell est censé avoir 95 ans. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé, mais ouais. Je n'y crois pas. Bon, après, je chipote, on s'en fout, tu vois. Mais...
ça m'a trotté à l'esprit, j'ai fait ouais non, la Kurt Russell il a pas de canne, il m'a l'air très en forme le papy. Donc voilà, mais voilà, c'était un petit truc marrant que j'ai relevé. Et ouais, moi j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Genre vraiment il y en a aucun qui m'intéresse. Genre peut-être Kate, je me suis peut-être un petit peu attaché à elle, mais les autres je trouve il y a un vrai problème de charisme quoi. Surtout sur certains persos. Genre le demi-frère, tu vois, Kentaro là ou je sais pas quoi. À lui, je le trouve fade, mais d'une force. Genre, mais un truc de malade, que ce soit dans son jeu ou dans son charisme, tu vois. Ah, moi, je trouve ça va. Je trouve que c'est moins catastrophique que ce qu'on a eu dans les films, tu vois. Je trouve qu'il est ok. Après, je suis d'accord que Kate, ouais, c'est... Moi, c'est plus la pirate, tu vois, la queue, ce que j'ai pas trop... je suis en mode... Putain, j'avais oublié. J'ai oublié qu'elle était dedans. Oui, c'est vrai, il y a une pirate qui est là. Et dans l'équipe du passé, bah, moi, j'aime bien la docteur, quoi. Docteur, je la trouve cool. Ouais, je sais pas. Moi, c'était comme ils m'ont montré ce qui se passait avec elle. Enfin bref, ça m'a saoulé. Et surtout le photographe là. Putain, qu'est-ce qu'il a aucun charisme aussi lui. Genre, tu sais celui dont elle va tomber amoureux là. Il est complètement osef, je trouve ce personnage. En plus, il se fait recruter en mode à la zeub aussi là. Enfin bref, c'est un peu. Enfin moi en tout cas, j'ai pas été réceptif à ces personnages. Après, je trouve que son héroïne, elle a du potentiel. Voilà, elle a des PTSD là, parce qu'elle a vécu j'aime bien ça. Moi, je trouve que c'est bien filmé quand elle a ça. Tu sens vraiment le malaise et tout quoi. Je trouve que c'est bien foutu. Ouais, ils intercalent un peu des flashbacks. Voilà. Après l'histoire, pour le coup, elle aurait pu me séduire parce que c'est une histoire pas commune. Genre la meuf, elle trouve son demi-frère caché, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, ça part un peu en couille. Tu fais OK, allez, vas-y. Ah, moi, je me suis mis là-bas. Je me dis, mais on te rend compte, tu trouves que ton père, il a une autre femme et il a eu des gosses et tout. Oui, c'est très bizarre. Hein. Ouais. Mais ouais, moi, on voit bien les répercussions aussi sur la population là. Ouais, il y a des abris anti-Godzilla et tout. Ouais. C'est ça, ils ont des indicateurs truc Godzilla, même si ça n'a aucun sens ce qui se passe parce que il y a une fausse alerte Godzilla. Alors, va falloir m'expliquer. Comment les mecs ont fait une alerte Godzilla sans Godzilla? Qu'est-ce qui te fait dire que il y avait une alerte niveau Godzilla quoi? Ça se trouve, t'auras une explication. Hein. Je sais pas. Je pense pas. Moi, je pense que c'était juste pour montrer les PTSD de la meuf. Parce qu'ils étaient en mode, réfugiez-vous dans le métro, il y a Godzilla! Et en fait, non. Mais je dis, mais Godzilla, tu as confondu quoi? Avec un caillou? Genre, c'est pas possible. Je pense, tremblement de terre. Ah, ça a pas tremblé, la terre, hein. Ouais, bah, peut-être. Non, mais peut-être qu'ils ont détecté les tremblements de terre et puis voilà, ils ont cru que c'était Godzilla, je sais pas. Moi, je vois un truc comme ça. Ouais, bon, moi, je sais pas. Moi, peut-être je chipote, écoute. Peut-être je chipote parce que je me fais chier dans cette série. Peut-être, parce que moi, je me suis pas fait chier, donc, ouais. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant, parce que je trouve pas. De toute façon, c'est que de l'exposition et bah, pour l'instant, je suis pas grippé. Après, pour moi, c'est normal, c'est 2 épisodes sur 10, donc que ce soit de l'exposition. C'est comme c'est comme le premier acte d'un film, quoi. Pour moi, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais... moi, je suis d'accord avec ça. Toi, t'as kiffé, toi. Moi, j'ai trouvé ça va, ouais, j'ai trouvé ça cool. Je veux savoir la suite où ça va. Moi, c'est surtout le père où j'ai un vrai. Je me demande si c'est passé quoi. Avec ce père là, c'est bizarre tout ce qu'il y a autour de lui. Il s'est barré, il dit ouais, je me casse et puis je dois partir et puis après ils disent ouais, son avion s'est crashé mais ils ont jamais retrouvé son corps. C'est très étrange. Et ouais, j'ai envie de savoir aussi qu'est-ce qui va vraiment lier les deux timelines quoi. Parce que je pense qu'il y aura plus que juste Wyatt Russell, Kurt Russell. C'est ce que j'allais dire. Ça va sûrement être avec le personnage de Kurt Russell qui va dire timeline. Et d'ailleurs, c'est l'oncle de. Ouais. C'est ça. Et il y a toute cette histoire de monarque qui recherche nos héros. Et enfin, c'est pas Monarque, en vrai, c'est un personnage de chez Monarque, entre guillemets, qui va chercher des gens, mais en même temps, on dirait il fait ça un peu en soum-soum de son agence, tu vois. Genre, c'est pas très clair. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Bon, voilà, écoute, on en parlera sûrement la semaine prochaine encore, mais ouais, je suis pas... Après, tu vois, genre, ce qui se passe sur la fin de l'épisode 2, là où il y a le monstre et tout, je me dis, peut-être, on va voir d'autres monstres et d'autres trucs, ça peut être sympa, mais sinon... Bah ouais, j'espère qu'on... Bah là, les monstres, ils sont bien foutus, je trouve, ça, c'est plutôt cool. Et ouais, j'espère qu'on va avoir d'autres... Là, on en a eu chaque fois, dans un épisode, on a eu des monstres, donc... S'il y a un épisode par monstre, bah, moi, je suis content. Ouais, bon, après... ils sont là 2 minutes, hein. C'est pas non plus... Oui. Bah, ouais, mais bon. On verra si... Oui, mais ça sera... De toute façon, je m'attends pas à un film Godzilla non plus, quoi. Moi non plus, mais en fait, vu que le seul truc qui me raccroche à cette série, c'est de voir des monstres, en fait, je me dis, putain, merde. Ça se trouve, ils vont être là 2 minutes chaque épisode, c'est bon.
Bah, Voilà, écoute, peut-être sur le final, il y aura plus un gros truc. Mais... on verra. Moi, j'ai plus grand chose à dire sur cette série. J'espère que ça va prendre son envol, entre guillemets, comme Scott Pilgrim. mais je n'y crois pas trop. Ah, moi, je pense que ça peut monter en puissance. J'attends de voir, parce que pour l'instant, je trouve qu'on sait toujours pas trop vers où ça va, quoi. Donc, je suis curieux de la suite. Voilà, donc on vous en reparlera sûrement la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Et ben on va vous parler du 3e épisode, du coup, sur Amazon Prime, d'Invincible. People of Earth, the more you resist, the worse this gets. And if you think you can stop us, don't forget, I'm... Un message, une machination. Tel est le titre du dernier épisode de Invincible que l'on a vu. Donc on avait quitté Mark, entre guillemets, dans un épisode un peu fourre-tout. Mark s'attaquait à Gotham City. Mark s'attaquait à des Atlantes. Enfin bref, il y avait un truc un peu spécial et on suivait en parallèle Debbie qui se remettait un peu de ce qui s'est passé avec Omni-Man. Et cet épisode, on suit toujours... cet épisode est assez spécial puisqu'il est séparé un peu en deux. Du coup, on a une première partie, entre guillemets, toute une partie de l'épisode qui est consacrée à Alien, l'Alien. Du coup, pendant une bonne vingtaine de minutes, on ne suit que lui. Et l'autre partie, c'est Mark qui rentre à la fac et qui va être faire contacter par une espèce de fourmi de l'espace. Et on va suivre toujours en parallèle les gardiens du globe et Debbie qui va être dans un truc d'alcoolique anonyme, mais pour ceux qui ont perdu leur époux, leur femme... qui était super-héros, quoi. Et donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode d'Invincible? Toujours séduit? Ouais, c'est toujours aussi cool, hein. C'est toujours aussi cool. L'épisode sur Alien, qui est au milieu de l'épisode, c'est très bizarre. Il y a même un générique de fin vers le milieu de l'épisode, mais c'était vachement chouette. Alien, d'ailleurs, qui est doublé par Seth Rogen, qui est producteur d'Invincible. C'est un peu lui qui a lancé le projet, et ouais, c'était le personnage, il est vachement attachant et tout. On l'avait déjà vu dans la saison 1, mais c'était cool de le voir plus. Bon, vu comment il finit, c'est un peu triste, quoi, mais ouais. Et puis il y a aussi des moments où il y a des trucs un peu où la voix off, c'est plus trop où aller, c'est assez drôle. Quand il y a des scènes de sexe, en gros, entre Mark et Amber, et entre Alien et une autre extraterrestre, là. Ça m'a fait rire. C'est pas commun en plus, hein, parce que cette voix off, je crois qu'elle était jamais. Je me souviens pas qu'il y avait cette voix off dans Invincible. Hein. Non, il n'y en avait pas, non, effectivement. Elle sort de nulle part et elle casse vraiment le 4e mur. Genre, elle est en mode. Les gars, on va aller là. Ah non, en fait, on va pas là et tout. Mais je trouve que c'est sympa parce qu'on a l'impression. Enfin, tu sais, on a ce truc de l'alien du coup, qui parasite un peu le récit. Ouais. Et genre, qui prend c'est marrant parce qu'il prend vraiment la place de Alien, d'Invincible. Et il y a même le moment où il dit. Où il y a le titre, et en fait c'est Alien the Alien, le titre de l'épisode, quoi, parce qu'il reprend, il prend la place, et ça annonce que il prend la place du personnage principal, et on a le générique à la fin au moment où malheureusement le pauvre personnage meurt, et donc en fait j'ai trouvé ça sympa de montrer que de montrer qu'il parasite entre guillemets l'épisode et qu'il se l'accapare et tout, c'est intéressant, je trouve. Ouais, c'était très cool. Moi j'ai bien aimé ce passage là. Surtout qu'on découvre une autre planète avec tu sais, tout un écho, genre les gardiens je sais pas, c'est des planètes, je sais plus comment ils s'appellent là, mais c'est un espèce d'ordre universel là qui... Ça me fait penser un peu à Green Lantern, où t'as les gardiens d'Oa. Ouais. Qui a essayé un peu d'être contre les Viltrumites et tout, et malheureusement, le pauvre Allen va se faire défoncer la gueule par des Viltrumites qui ont débarqué. Et je pense pas qu'il soit mort. Parce que je pense pas qu'ils nous ont montré tout ça pour le faire mourir. C'est vrai, ce serait bizarre, je trouve aussi. Même si à la fin, il y a quand même un mec qui le débranche, quoi. Qui débranche sa capsule. Donc, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va pas mourir. Je pense qu'il a encore d'autres choses à raconter, ce personnage. Et ouais, c'était cool ce côté-là, quoi. Ouais, complètement. Et puis après t'as le côté la fac avec... en fait, il se passe pas énorme de choses à la fac. C'est marrant parce que là ça parle vraiment de vie pas d'adolescent du coup, mais de jeune adulte, mais parce que là c'est la première fois de Mark et Amber, ce qui est marrant parce que je pensais que c'était déjà passé depuis un moment, puisque les deux j'ai l'impression qu'ils sont ensemble depuis genre plus d'1 an, tu vois, et j'étais en mode ok, ils vont aborder ça et tout, parce que c'est la première fois qu'ils parlent de autant de sexualité, je crois, dans cette série. Oui.
enfin tout court de toute façon. Et en plus c'est assez marrant parce qu'il y a le côté Marc c'est un super quoi, et donc elle lui dit par contre tu vas pas me tu vas pas me tuer quand même parce que voilà. Si le mec il a une montée d'adrénaline, il peut lui exploser la tête, donc c'est peut-être pas fou quoi. Et même de l'autre côté, de toute façon, même du côté de Allen, lui aussi, bon, voilà quoi, ça y va au bout d'un moment. Et il y a ce passage marrant du coup avec la voix off qui sait pas où se mettre. Et Humber qui de plus en plus devient appréciable. Mais moi je pense que ça cache quelque chose, ça. Moi je le dis. Je pense qu'elle va crever, moi, Humber. Ah. C'est pas possible qu'elle soit devenue aussi gentille comme ça, aussi appréciable et tout. Je pense qu'ils vont la buter d'une manière ou d'une autre, et après on va faire ah non Humber, tu sais, ça va faire mode Amazing Spider-Man 2 et tout, et puis il va finir avec Atom Eve, on espère. Et et voilà quoi. C'est ma théorie. Ok. Tu n'y crois pas? J'ai rien à dire. Ok. Bon, voilà. Moi, je pense qu'elle va crever et que voilà, ça va être en mode Marc, il va devenir vénère et tout. Oh putain, mais mec, en fait, c'est deux. J'ai compris. C'est les deux Amazing Spider-Man en mieux. C'est vrai que tu dis que ça ressemble à Amazing Spider-Man. Je te jure, c'est ça. Bah, enfin, je pense, c'est quand même très inspiré de Spider-Man, hein, le personnage. Oui, clairement. Complètement, hein. Et bon, oui, la mort de Gwen et tout, ça vient des comics, hein, pas forcément d'Amazing. Ah putain, fin de saison, elle meurt un peu comme ça, tuée par Omni-Man ou un truc comme ça. Ah ouais, je sais pas. Ouais. Oh là là. C'est ma théorie. Ouais, ça serait pas étonnant. Mais je pense aussi qu'il y a clairement je pense qu'ils ont merdé quand même dans la saison 1 sur l'écriture de ce personnage et qu'ils rattrapent dans la saison 2, clairement. Bah parce qu'en fait, il a aucun sens, son perso. Enfin, en tout cas, il y a un problème avec le fait qu'elle sache qu'il est super-héros. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Que ça... Parce qu'encore si elle était devenue gentille après avoir découvert qu'en fait le mec c'est pas un connard et qu'il s'absente pas pour rien et qu'il est juste voilà, il est super héros, il a des devoirs, t'aurais dit ok, mais là le fait qu'elle fasse galérer comme ça alors que meuf, arrête tes conneries. Bah dans la saison 1 genre, elle est énervée contre lui parce qu'il s'est barré au moment où il y a des monstres qui attaquent là, enfin des cyborgs là qui attaquent. Pourquoi tu t'énerves alors que si tu sais parce qu'après elle dit ouais je sais que t'étais super héros et tout, donc bon c'était un peu c'est stupide, c'était mal écrit ça sur le coup. Mais en plus elle dit non, en fait je suis pas énervé que tu sois super héros, je suis énervé que tu me l'aies pas dit. Mais t'es en mode mais arrête, genre il essaie de te protéger, tu te poses pas la question, genre t'es vraiment bête quoi. Enfin bref. Alors que là dans le dernier épisode qu'on a vu, ça a dit non mais je vais pas m'énerver contre toi alors que tu vas aller sauver des millions de vies et tout. Oui, elle est ultra compréhensive maintenant et tout. Enfin bref. Ouais, donc moi c'est pour ça que je sens la mort arriver à grand pas. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen qu'il se passe un truc, il y a moyen que Marc pète un câble, je sais pas, même pour aller du côté d'Omni-Man, hein, parce que voilà, on sait pas. Hein. Ouais, moi c'est ça que je me demande. Et bah oui, puisque à la fin, on découvre que Omni-Man est là. Et bah ouais, c'est ça. Qu'il est sur une autre planète avec toujours sa moustache, il l'a pas rasé. Genre, il a pris le temps de se raser la barbe, mais pas la moustache. Il a toujours la moustache. Il gardera toujours la moustache. Et ouais, bah quelle fin, parce que je m'y attendais pas du tout. Et ouais, pareil, j'ai été surpris de le voir. Je m'attendais même pas à le voir forcément dans la partie 1 de la saison 2. Là. Pareil. On l'a retrouvé assez vite au final. Et je sais pas du tout vers quoi ça va aller, quoi. Ça va amener vers la mi-saison, puisque c'est le dernier épisode qu'on aura avant quelques mois, je pense, d'Invincible. Et donc, du coup, ils vont sûrement finir sur un genre de révélation, cliffhanger. Ouais. Un truc comme ça avec Omni-Man. Qu'en fait, Omni-Man, c'est le sauveur de l'humanité. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Mais ça m'étonne même pas qu'il y ait un truc comme ça, en mode, il est pas si méchant, ou je sais pas quoi. Oui, c'est possible. C'est possible, on verra bien. Mais on n'a pas parlé de Debbie dans cet épisode, parce que Debbie, elle est super, moi, je trouve, dans cet épisode. Oui, donc la mère de Marc. C'est ça, la mère de Marc qui en fait, je trouve qu'il y a une vraie progression dans son trauma. Parce que, genre, après, entre guillemets, le déni dans les premiers épisodes, puis une certaine acceptation aussi dans le deuxième, où elle pleure vraiment devant Marc, elle accepte que, voilà, les choses seront plus pareilles, et que, voilà, elle accepte d'être triste vis-à-vis de ce qui lui est arrivé. Là, c'est un peu l'étape de la reconstruction. En tout cas, elle essaie de se reconstruire. Elle va à un genre de réunion de personnes proches de super-héros qui sont morts, entre guillemets. Et bah elle, voilà, ça c'est pour l'aider à aller mieux. Et elle rencontre un gars qui, lui, sa femme, entre guillemets, est morte, mais sauf qu'elle est morte des mains d'Omni-Man. Donc c'est un petit peu chaud parce qu'elle elle était mariée à Omni-Man. Et ça va amener plein de complications et ça va montrer que sa restructuration va pas être ça va être facile. Très simple, parce que elle a pas perdu elle a perdu entre guillemets son mari, mais entre guillemets c'est un peu son mari la faute de tous ces meurtres, tous ces trucs quoi. Donc
Donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Je sais pas comment elle va s'en sortir, mais j'espère que... Enfin, en tout cas, je sens que son évolution, elle est très très bonne. En tout cas, moi je trouve que c'est le perso le plus attachant. Ouais, elle est très touchante, très attachante. Ouais, je suis assez curieux de vers où ça va. Je sais pas trop vers où ça va avec elle. Qu'est-ce qui va se passer, mais je suis assez curieux de savoir. Et sinon, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est juste... je crois que c'est Duplicate qui dit à Rex qu'il est insupportable et tout. Il dit, tu le découvres. Ouais. ça m'a fait rire. Oui, Rex, toujours insupportable d'ailleurs. On le dira à chaque épisode, hein. De toute façon, j'ai vu, hein. Mais à un moment, j'ai presque de l'empathie pour lui, je crois. À un moment, ouais, il y a un truc un peu comme ça, je trouve aussi. Mais après, il retrouve ses travers 5 secondes après, donc t'es en mode d'aller, vas-y, t'as foutre. T'as vraiment une merde et tout. Voilà, après, on suit encore les gardiens. Enfin, surtout Rudy et Monster Girl, là, qui découvrent, enfin, qui va au cinéma. Découvre la vie, découvre les frites et le burger, une des meilleures inventions humaines, effectivement. Et voilà, quoi. C'est sympa. C'est sympa. Toujours pas de Livy Engstrom. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et je crois qu'on le verra toujours pas le prochain, peut-être pas. Ah, je pense quand même, si c'est la partie 1, peut-être on va le voir quand même, si c'est le final de la partie 1. Bah ouais, parce que ça intrigue, je sais pas du tout où elle est. Mais plus ça disait, ouais, ça va être le multivers et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de multivers. Hein. Il n'y a pas de multivers du tout. Ouais. Après, peut-être que si. Pourquoi ? Bah, peut-être que sur la planète qu'il est un peu chelou, là. Sauf que c'est bizarre parce qu'ils disent ouais, il te faut 6 jours pour y arriver. Ouais. Et les mecs, il s'endort, il se réveille, il est là-bas. Attends, quel mec qui parle ? Bah, Marc, il est dans le vaisseau. Ah oui, dans le vaisseau, ouais. Et le mec lui dit, je crois qu'il faut 2 semaines ou 1 semaine pour aller jusqu'à la planète. Et genre, il fait ok, et il s'endort, il se réveille, il est là-bas. Il est en mode un petit problème, là, c'est très bizarre, quoi. Ah ouais, j'ai pas pensé. Et je me dis, est-ce qu'il est pas dans un truc multivers chelou, quoi ? Ah, il y a moyen, hein. Ou Omniman, c'est pas l'Omniman qui pense, tu vois, ou ce genre de truc, je sais pas. Réponse la semaine pro. Ouais, bah, on a hâte, hein. On a hâte. Et bah écoute, on a quasiment fini pour les sorties de la semaine, puisque tu vas nous faire du coup le bilan de ta série préférée de Disney+. Exactement. Et bah tu vas nous faire le bilan de la série Goosebumps. Donc en fait, oui, j'ai vu le final de la série Chair de poule de Disney+. Et c'était comme d'hab, c'était sympa, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Il y a encore un nouveau concept, comme à chaque épisode, qui est plutôt sympa et qui, voilà, c'est une série comme d'hab. Je le dis toujours à chaque podcast, mais c'est cool, quoi. C'est pas non plus une série incroyable, hein. On n'est pas sur House of Dragon ou je sais pas quoi, mais moi j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai trouvé le personnage plutôt attachant. J'étais plutôt dedans. J'ai quand même l'impression que la fin tease une saison 2, mais je sais pas si elle va y avoir droit. Même si on a appris qu'on a eu des chiffres. Et la série, c'est sur sa 2e semaine, il y a eu 594 millions de minutes de minutes regardées, donc sur sa seconde semaine. Et ça a mis, c'était dans le top 10 en fait, alors que généralement les séries Disney+, si c'est pas du Marvel ou du Star Wars, c'est jamais dans le top 10. Et ça, là, a l'air d'avoir un peu fonctionné. Donc voilà, donc il y aurait des gens qui regardent comme moi, ça existe. Effectivement. Bah écoute, c'est que la série a plaît, tu vois, et donc du coup dans l'ensemble, tu penses c'est une bonne série horrifique entre guillemets, quoi. Bah horrifique non, je dirais plus fantastique parce que c'est pas violent, quoi, c'est pas gore, ça fait pas peur. Moi, ça m'a pas fait peur, j'ai pas eu peur du tout, mais j'ai trouvé quand même l'intrigue plutôt sympatoche et voilà, c'était sympa, mais c'est pas incroyable, mais si on sait pas quoi regarder ou qu'on veut se faire un petit truc, même je trouve pourquoi pas pour les enfants, tu vois, un truc horreur pour les enfants, ça peut être sympa de mater ça. Ok. Et bah c'était le bilan de Goosebumps retrouvé sur Disney+. Et on va attaquer la chronique box-office. Alors, box-office, on a eu la sortie de la semaine, Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, qui a démarré avec 44 millions aux États-Unis et 54,5 millions à l'international. Du coup, ça fait un total de 98,5 millions, en tout cas dans le monde, et pour un budget d'à peu près 100 millions. Donc, j'avais vu entre 100 et 120 millions, donc le film peut se rembourser. Après, c'est pas le carton de l'année non plus, mais vu que le film il coûte cher quand même, hein, 100 millions, faut pas déconner, mais c'est pas le blockbuster le plus cher de l'année,
va potentiellement se rembourser. Va falloir voir les pertes qu'il subit faut voir pour la deuxième semaine. Mais je crois que ça va, il est plutôt apprécié. Donc peut-être qu'il baissera pas trop, en tout cas normalement, quoi. On verra. Ouais, on verra, parce que bon, là, j'ai l'impression en ce moment c'est compliqué pour les blockbusters quand même. En deuxième, on a... alors, il y a... Parce que nous, il est déjà sorti, en fait, chez nous, mais là, il vient de sortir aux États-Unis. C'est Troll, le troisième film des Trolls, Trolls Band Together, qui a commencé avec un week-end de 3 jours à 30,6 millions de dollars. Mais si on compte les avant-premières qui a eu le 4 novembre, il est à 31,77 millions de dollars au box-office américain. Là, ce week-end, il a fait à l'international 6,7 millions de dollars. Et comme maintenant, il a un box-office international à 76,3 millions de dollars, et bien, on rajoute les 31,77 millions de dollars, et ça fait qu'il a un box-office mondial de 108,1 millions de dollars pour un budget qui est compris entre 90 et 110 millions. C'est pas fou, hein. Oh, ouais. C'est pas fou. Parce et que j'ai si dit qu'il marche moins bien que le premier. Par exemple. Ouais, mais parce que je crois que le box-office international, il est déjà sorti à l'international beaucoup plus tôt, il me semble. Ouais. De toute façon, il a fait que 6,7 millions ce week-end, donc ça veut dire que à l'international, ça veut dire que c'est le box-office international est quasiment fini, quoi. Et par contre, il est sorti début du mois, je crois. Les États-Unis, il fait 30 millions, il va sûrement baisser au moins de moitié. Ouais, non, ça va être tendu, hein. Ouais, je pense qu'il va pas se rembourser. Surtout que dans 2 semaines, il y a Wish. Oui. Ciao. Salut. Ciao les trolls. Moi, j'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas de toute façon, ce truc-là. Moi non plus. Ouais. Mais le 1 avait bien cartonné, et le 2, je crois que c'était aussi un des... Mais je crois que c'était peut-être en VOD, c'était l'époque du Covid, je crois, le 2, qui était sorti. Et il avait bien cartonné en VOD, il me semble. Ensuite, on retrouve deux Marvels qui subit une des chutes les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie au box-office, puisqu'il va perdre 77,9% entre le week-end dernier et ce week-end-là. Il a rapporté 10,2 millions de dollars au box-office américain ce week-end, et donc il est à peu près à 65 millions en domestique box-office, et ce sera normalement le premier film du MCU de l'histoire à ne pas franchir la barre des 100 millions sur le territoire national, du coup c'est aux États-Unis, et il envisage du coup une course de 80 à 90 millions de dollars aux États-Unis. À l'international, il a rapporté 19,5 millions, et du coup ça fait un total de 96,3 millions à l'international, et un total de 161,3 millions de dollars mondialement, du coup dans le monde, et il devrait finir sa course entre 210 et 240 millions de dollars pour un budget de plus de 220 millions. Ça fait mal, c'est un gros flop, le deuxième gros flop de Marvel cette année, avec Ant-Man. Ant-Man qui était... Et encore, Ant-Man, il est dans les plus de 400 millions, il est près des 500. Hein, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il a quand même rapporté 2 fois plus, il devrait rapporter 2 fois plus Ant-Man que ce que fait de Marvel. Là, c'est un peu niveau The Flash, peut-être un peu moins pire, parce que peut-être le marketing de The Flash était quand même vénère, donc il doit être coûté ouais, mais The cher. Flash, il a fait 270 millions, j'ai regardé tout à l'heure. Oui, mais bon, ça, je veux dire, il a coûté plus cher en production, et le marketing, il était immense, donc vénère, il a dû coûter encore plus, donc il perdra peut-être un peu moins que de Flash, mais bon, là, c'est un gros four quand même. Là, ça a un gros coup pour Marvel, encore une fois. Ça va être compliqué. De toute façon, s'ils étaient pas en train de tout restructurer, ils auraient restructuré maintenant, mais je pense qu'ils sont déjà au courant, là, ils sont déjà en train de... La restructuration vient je pense qu'ils s'y attendaient, de toute façon. Il vient de Ant-Man, déjà. Oui, elle vient de Ant-Man, mais et de Secret Invasion et tout, mais je pense qu'ils même quelques semaines avant la sortie, je pense, vu les estimations et tout ça, ils savaient que ça allait pas être le carton, donc. Ils s'attendaient à un flop, de toute façon, même si, je pense que ils ont joué toutes les cartes, tu sais, ils ont mis dans les derniers trailers, ils mettaient des images de Infinity War, de Endgame, tu vois, pour essayer de faire venir les gens. Oui, mais c'est déjà trop tard. T'avais même un passage de la scène post-générique et tout, donc ça venait bien trop tard, malheureusement. Ouais, là, c'est le pire drop en second week-end de toute l'histoire des comic book movies. Hein, ouais. Voilà. Le derrière, en deuxième, c'est Morbius, quoi. Ouais, c'est vrai que Morbius avait chuté fort aussi. Je crois que c'est 75%. Il a fait pire que Morbius, The Marvel, sur le drop, quoi. Sur le drop, ouais. Bon, en tout, il rapportera plus, mais... il se fera plus au box-office. Mais... Oui, quand même. C'est pas fou. C'est quand même d'une violence, quoi. Même si c'est toujours porté assez bien, et là, il y a un problème, quoi.
Et donc en quatrième, on a le film Thanksgiving de Eli Roth, qui a commencé avec un premier week-end à 10,2 millions de dollars aux États-Unis. Et il a fait au mondial, un box-office mondial de 12,6 millions de dollars pour un budget de 15 millions. C'est ça, c'est le film qui est adapté de sa publicité qu'il avait fait pour le Grindhouse avec Tarantino et Michel Rodriguez. Et Robert Rodriguez. Et ouais, il a coûté que 15 millions. Il n'est pas encore sorti en France. Je crois qu'il sort dans 2-3 semaines en France. Ouais, bah il va se rembourser. Hein. De toute façon, ça coûte que 15 millions. Il est déjà à 12 millions un week-end aux États-Unis. Je pense que c'est la sortie mondiale. Ouais, je pense pas que ça va être un carton, mais je pense que ça va se rembourser. Ouais. En plus, c'est un film d'horreur, donc voilà, ça marche bien. Ça. Et en parlant de films d'horreur, on va parler de notre film d'horreur préféré, Five Nights at Freddy's, qui a encore rapporté 3,5 millions ce week-end au box-office domestique. Il a engrangé en tout 132 millions sur le territoire américain et 139 millions à l'international, et donc ça fait un total de 271 millions de dollars de rapportés dans le monde. Il a dépassé La Nun cette année, La Nun 2, qui était le film d'horreur qui avait rapporté le plus cette année. Et ben maintenant c'est Five Nights at Freddy's avec quasiment, enfin il va finir sûrement vers les 300 millions, ce qui est énorme pour un petit budget de 20 millions. C'est quand même pas mal, quoi. C'est un truc de fou, hein, ça. Plus pour un film nul, quoi. Non mais nul, mais il a le double bonus. Film d'horreur, en plus sorti vers Halloween, plus adaptation de jeux vidéo. Voilà, hop, les deux trucs qui marchent, la combinaison, ça fait ça. C'est vrai. C'est le Gotenks du cinéma. Bah alors, il y en a plein d'autres à faire, là. Faites Silent Hill. Bah, il y a Silent Hill qui arrive, je dis Faites Silent Hill, mais il y a Silent Hill 2 qui arrive de Christophe Gans. Je sais plus si c'est l'année prochaine. Oui, mais après, il y a eu je crois qu'on a plus trop d'infos. Puis, je sais pas s'il va vraiment se faire, en tout cas, je sais pas si. Bon, parce qu'il sort plein de trucs, là, Konami sur Silent Hill. Donc, si, ça va arriver. Ouais, techniquement, il y a une suite déjà au Silent Hill de Christophe Gans. Ouais, mais je crois qu'il mais il n'a pas existé. Et je crois qu'il est avec Kit Harington en plus. Ouais, c'est ça. Il est horrible. Enfin bref. Dernière petite info box-office. Taylor Swift hier à Tours, en espérant que ce soit la dernière fois qu'on parle de ce film, vient de rentrer dans le top 10 des films qui ont rapporté le plus cette année au box-office domestique, en dépassant Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Est-ce qu'il va y rester? Je sais pas, parce que qu'est-ce qui arrive à Aquaman? Il y a Wonka, mais ouais, Wonka, les prévisions sont pas bonnes. Ouais, et Aquaman, je sais, ouais, bah peut-être Aquaman, on l'a pas vu encore, mais ouais, je sais pas. Il faut voir aussi le marché chinois pour Aquaman qui peut booster le truc. C'est ça. Bah après Aquaman, il peut faire genre 400 millions, tu vois. Même si ce sera pas une réussite, mais il peut faire 400 millions et il rentrer dans le top 10, donc on verra. On verra, parce qu'il va peut-être nous faire une The Flash, hein, on sait pas. Hein. Parce que là, à ce moment, les CBM, c'est compliqué. Bah surtout pour un film comme Aquaman 2, là, qui est mort-né, donc... Bah c'est ça, même t'as Jason Momoa, il est venu dire que c'est fini pour lui avec Aquaman dans un talk show, là. Donc bon, tu sais, déjà, le mec, il te dit que c'est fini, bon... Est-ce que ça va faire venir les gens? Je sais pas. Mais est-ce que la fin sera à la hauteur? Est-ce qu'on aura le James Wan freestyle, tu vois, là. Moi, c'est ça que je veux voir, tu vois. C'est ça qui peut m'attirer, un freestyle de Momoa. Enfin bref, là, on parle d'Aquaman 2, c'est dans un mois. On n'y est pas encore. On vous en parlera. Et on va finir avec les sorties de la semaine prochaine, avec le retour j'allais dire du patron, mais ça dépend pour qui, mais de Ridley Scott. Légende, quand même, Ridley Scott, réalisateur d'Alien, Blade Runner, Gladiator, enfin bref, voilà. Qui revient avec Napoléon, avec Joaquin Phoenix, et les premières critiques sont pas foufou sur le film, mais écoute, moi j'irai le voir et je serai content d'aller le voir. Ouais, bon, on va aller voir ça, je suis curieux aussi de voir ce qu'il fait, Ridley Scott, on va voir. Je l'attends pas comme un ouf, mais je suis curieux. Bah, les premières critiques, ils nous ont mis un petit coup, aussi. Quoi. Bah, en fait, ils nous disent tous, vivement la version longue. Donc, bon, c'est un peu en mode, donc on va avoir une version tronquée, là. On va voir le Batman vs Superman version ciné, c'est ça? Oh, bordel. Ouais. Donc, ça fait un peu peur, quoi. Et sinon, bah, il y a aussi, mercredi, Mars Express de Jérémy Perrin, donc le film d'animation de science-fiction, fait par celui qui a aussi fait The Last Man, la série d'animation qui était très cool. La saison 1, il a pas fait la saison 2, mais il a fait la saison 1. Et ça a l'air très prometteur, en tout cas, moi j'ai assez hâte de le voir.
Un film de SF français, il est là. En animation, ouais, il a l'air beau, il a l'air vraiment sympa. Tout le monde, il y a que des bons retours sur le film. Oui, en plus. Là, pour le coup, moi, je vais me jeter dessus dès qu'il va sortir. Donc, enfin, il sort demain, techniquement. donc voilà, et on vous en parlera peut-être la semaine prochaine. Et voilà, c'est fini pour les sorties de la semaine. Eh oui. Donc, écoutez, on a fait le tour un peu de l'actu, voilà, tout ça. Donc, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles, tout ça. C'est ça, 5 étoiles, de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, et d'en parler à vos amis. Parler sur les réseaux sociaux. Et voilà, puis on se retrouve la semaine prochaine. Et ouais, et donc on vous dit à la prochaine. Salut! À la prochaine.